PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Bienvenue sur le vol Jump Seat, générique. Bienvenue effectivement sur Jump Seat. Alors je le disais tout à l'heure, armement des toboggans, bah oui, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui dans l'émission nous allons parler d'un métier qui est pas si bien connu finalement. C'est le métier de PNC, personnel navigant commercial. Pour cela, on va essayer en 1h30, 2 heures de vous dire tout sur ce métier en 2024. Comment devient-on PNC ? Les critères de sélection selon les compagnies aériennes, les différents tests à passer, comment est le métier aussi quand on est en activité. Et pour cela, eh bien, nous avons comme invité Lise et Rémi de Sky Success. On est super content de vous recevoir. Comment ça va ? Super, super bien. Merci de nous accueillir, ça fait plaisir. On est ravis. Alors, Lise et Rémi, ils ont cofondé Sky Success il y a pas très longtemps. Vous êtes lyonnais, hein ? Voilà, on est de Villeurbanne, exactement. Villeurbanne, exactement. Donc on est voisins. On est voisins, exactement. Sky Success, en quelques mots, c'est quoi ? C'est pas une école de formation PNC. Vous faites carrément du coach, vous, pour devenir PNC, c'est ça ? Coaching. Voilà. Coaching. En 2 mots, nous on accompagne les gens qui veulent devenir PNC à décrocher un poste de PNC dans une compagnie aérienne. Donc après, il y a plusieurs étapes. L'anglais en est une grosse, et après l'intégration en compagnie. Alors, je veux devenir PNC, je frappe à votre porte, Et on vous t'emmène m'accompagnez jusqu'à que je jusqu'au bout. suis... En fait, on a commencé à travailler ensemble parce qu'on s'est rendu compte que énormément de futurs PNC avaient le même problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à décrocher le job de leur rêve, le plus souvent pour la même raison, c'était à cause du niveau d'anglais. Et donc on s'est rendu compte du même constat avec Lise, on a commencé à travailler ensemble et à accompagner les futurs PNC pour les aider à trouver un poste. Parce qu'à chaque fois, ils n'arrivaient pas à cause de la même raison, c'était à cause du niveau d'anglais. Et puis après, parce que ça demande un accompagnement, de personnaliser les candidatures. Et nous, ce qu'on propose, donc, c'est un coaching bilingue en français et en anglais jusqu'à l'obtention du poste Voilà. de leur rêve. Ça veut dire que l'anglais est vraiment très important pour faire ce métier ? C'est essentiel. Primordial. Parce que les pilotes, il y a des exigences, sûr. évidemment, Voilà. pour parler anglais. Chez les PNC, c'est pareil. Ces exigences-là ont complètement augmenté. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, dans le groupe Air France, c'était le B1. L'échelle européenne des langues, c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2. B2, c'est être fluente en anglais, c'est-à-dire pouvoir parler sans bloquer sur les mots, etc. Comprendre tout ce qu'on dit, vie perso, vie pro. C'est ça, le niveau B2. Normalement, c'est le niveau qu'on devrait avoir quand on sort du bac. Voilà, un niveau En France, c'est intermédiaire plutôt supérieur. compliqué. Yes. Voilà. Yes, my lord. Et Rémi, donc toi, Rémi, tu es Alors moi, PNC je suis... depuis une quinzaine d'années, voilà, c'est ça ? exactement, depuis 2010. Tu vas avoir des choses à nous raconter. Voilà, donc je suis PNC, je suis instructeur PNC dans une compagnie aérienne britannique basée en France. Donc j'ai commencé cabin crew, ensuite cabin manager, ensuite line trainer. Donc mon métier dans les avions, c'est de former les chefs de cabine, de les évaluer un petit peu partout en Europe, et puis aussi de promouvoir les nouvelles procédures auprès des équipages, faire des audits de sécurité, sûreté, audits commerciaux. Voilà ce que je fais au quotidien, en plus d'être chef de cabine dans les avions. Donc tu as débuté il y a une quinzaine d'années, 14 ans. 2010, Steward. Exactement. On peut dire que c'est pas péjoratif, c'est le bas de l'échelle dans la progression de carrière. Voilà, en PNC, on commence steward, hôtesse junior, et puis après on évolue dans la compagnie. Donc voilà, la rémunération peut évoluer en fonction de l'ancienneté aussi dans les compagnies aériennes. On commence steward, hôtesse junior, et puis après il y a des opportunités pour passer chef de cabine. D'abord en saisonnier, ensuite chef de cabine à l'année. Recruteur. Instructeur, recruteur. Ou même dans les cadre syndicats. aussi. Dans les syndicats, il y en a qui en ont un peu marre de voler finalement, qui passent plus dans les bureaux, qui sont dans les syndicats. Et puis qui défendent les intérêts des Voilà, c'est ça. des PNC. En fait, la carrière de PNC est très large, on pourra revenir dessus. Bien sûr. Mais il y a le poste de PNC et après, voilà, il y a tout un panel de postes qui Jusqu'à être instructeur. Alors, Voilà. on en reparlera. Mais question toute simple, pourquoi t'as voulu faire ce métier, toi ? T'es encore tout jeune, hein, il y a 15 ans. On peut savoir quel âge t'avais quand t'as commencé à Alors vouloir... j'avais 24 ans. Et tu faisais quelque chose avant déjà ? Donc C'est- avant ça, donc moi j'ai fait des études de langue. Ouais. J'ai habité au Royaume-Uni et puis j'ai aussi. So you speak English. Yes, I do. Avec l'accent en plus. Voilà. L'accent british. British, I know. Donc j'ai habité en Angleterre et puis j'ai travaillé
travaillé donc dans l'hôtellerie pendant quelques années, hôtellerie de luxe, où j'étais donc en réception dans les relais et châteaux. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis donc moi je parlais plusieurs langues à l'époque. J'étais vraiment passionné par la relation client. Et puis je me suis dit mais il me manquait quelque chose. J'avais une petite routine, etc. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui me plairait? Et je suis tombé un jour par hasard sur le métier de PNC. Et PNC, donc c'est un métier où on parle anglais tous les jours, où on voit des cultures qui sont différentes tous les jours, un métier qui a aucune routine, mais qui a quand même des procédures strictes à respecter. Et puis le confort des passagers. Et moi, c'est ce qui me plaisait en fait. J'avais un parcours Plus que l'avion, même alors? Ouais. Mais Plus que l'avion à l'origine. Donc c'est vrai que c'est pas un rêve de gamin, mais vraiment c'est quelque chose que j'avais envie de faire, devenir steward. Donc c'était un peu après la crise des subprimes en 2008-2010, il y avait vraiment très peu de recrutement. Et puis donc je suis arrivé dans l'aérien, on me décourage un petit peu à l'époque. Pourquoi on te décourage? Parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas de recrutement comme il y a aujourd'hui. C'est bouché. Mais c'est quelque chose qu'on entend alors que c'est pas vrai. Ah mais c'est bouché, il n'y a pas beaucoup de postes, etc. Alors que c'est faux. Je rappelle que Emirates, cette année en 2024, prévoit de recruter 5000. Mais c'est énorme. Oui. Énorme. Faut dire qu'avec le nouvel aéroport où il prévoit, je crois, 270 millions de passagers par an en capacité, Transavia, c'est pas mal aussi. Je crois qu'ils ont 300 recrutements, dont de l'alternance. Élise, rapidement, toi, présente-toi aussi. Alors toi, c'est marrant, je t'aurais vu... alors attention, pas de cliché, hein, mais je te voyais bien hôtesse de l'air aussi. Ouais, vas-y. Non. Tu voulais en plus plus jeune. Non, moi, j'ai toujours été passionnée par les voyages. Les voyages, depuis que je suis toute petite, je voyage beaucoup, les avions, etc. Donc j'avais ça. Mais ça m'a emmenée pas vers les métiers de l'aérien, mais vers les langues. Parce que moi, j'étais formatrice d'anglais et d'espagnol. Et j'ai monté mon organisme de formation en langue. Et il y a 3 ans, ça prenait une ampleur. J'avais de plus en plus d'élèves, etc. Et j'ai commencé à recruter des profs d'anglais. Donc j'ai recruté une super team de profs d'anglais et du coup, mais un truc tout bête, je suis allée sur Le Bon Coin pour chercher des profs d'anglais et je suis tombée sur qui? Rémi. Voilà. Et là, on s'appelle. L'idée a germé. En fait, il m'appelle et en plus, mais des fois la vie est bien faite, on est voisins. On était voisins, on habite vraiment mais à côté, mais sans le vouloir. Je vais boire le café chez lui et là, tout a commencé il y a 3 ans comme ça, où on a commencé à s'associer, c'est-à-dire que lui avait l'expertise de l'aérien, moi l'expertise de l'anglais avec un groupe de profs qui étaient géniaux, avec qui je commençais à travailler. Avec moi, j'avais les compétences administratives puisque moi mes formations étaient éligibles au CPF et on a commencé à s'associer comme ça, on a vu la niche des PNC, c'est-à-dire il y avait énormément de gens qui n'avaient pas les bonnes infos, qui avaient besoin du B2 pour pouvoir être PNC, etc. C'était un métier que énormément de personnes veulent faire, mais la grande qui est mal connu. Voilà, qui est mal connu. Et puis souvent les personnes qui veulent faire ce métier n'ont juste pas les bonnes informations. En fait, c'est l'anglais, c'est juste la base pour être PNC aujourd'hui. En fait, les gens, mais même encore maintenant, alors Rémi, via nos réseaux, on publie énormément d'informations, mais les gens ont l'impression que pour être PNC, il faut le CCA. Une fois qu'ils ont le CCA, ils vont pouvoir postuler et être pris dans toutes les compagnies. C'est faux. Si vous n'avez pas le niveau B2 en anglais, vous serez pris nulle part. C'est ça ou pas? Pour avoir plus de chances d'intégrer une compagnie, il vaut mieux passer le CCA, donc c'est le Cabin Crew Attestation, ou obtenir le Lingua Skill dont on parlait tout à l'heure, et directement postuler en alternance, s'il vous plaît. Donc l'alternance, c'est aujourd'hui des contrats que font énormément les compagnies pour commencer dans l'aérien. Elles le font en général avec ou sans CCA. En revanche, l'anglais, que ce soit un poste alternance ou un poste en CDD, ça sera toujours un niveau B2 au minimum. Pour les compagnies françaises, par contre pour les compagnies étrangères, non seulement donc il ne faudra pas le certificat, mais les recrutements vont être entièrement en anglais. Donc un certificat B2, j'ai envie de dire, c'est bien. Pour maximiser ses chances de trouver un poste, il faut être capable aussi de réussir un recrutement en anglais dans les compagnies internationales qui sont basées en France et qui ne demandent pas forcément le CCA. Donc j'ai envie de dire, la base, avant toute chose, avant de faire son CCA, c'est l'anglais. Une fois qu'ils atteignent le niveau B2, ils vont pouvoir entrer en compagnie. Pendant l'alternance. Et même pas en CCA, parce que les compagnies internationales, tu parlais d'Emirates. Emirates, t'arrives, t'as 1 mois, c'est ça Rémi? 6 semaines, 2 mois. Oui, le CCA, c'est une formation. C'est un certificat européen. C'est européen, donc des compagnies du Golfe, par exemple. Ne demandent pas ce certificat. Il y a des équivalences, alors. Alors voilà, donc si tu veux travailler en compagnie du Golfe, tu n'as pas besoin du CCA, mais la formation va être complètement en interne. Et t'es payé pendant cette formation-là. Ouais. EasyJet, une compagnie où les élèves, il y a beaucoup d'élèves qui veulent rentrer dans cette compagnie. EasyJet, la formation est en interne. Voilà. C'est-à-dire que
avec ou sans CCA, c'est ouvert. Tu arrives, t'es sélectionné, tu vas chez eux, tu as 6 semaines. Alors c'est 4 semaines. 4 semaines de formation qui vaut pour CCA, tu es payé et après tu commences, si tu valides ton OCC. OCC Ouais. Conversion Course. Voilà, Très donc bien. c'est la On va formation. parler de la sécurité aussi. Ouais. hein. Alors, vous avez bien compris, hein, si vous voulez faire ce métier, English first. Voilà. Ok, le reste, ça viendra Et les après. expériences pro. Bien sûr, quand Bien on a des sûr. gens qui nous appellent, qui ont dit j'ai fait 2 semaines de babysitting dans ma vie, bon, Non. là on va leur dire va bosser à McDo, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Voilà. Enfin, les expériences professionnelles dans la relation client sont très importantes aussi sur un CV. Voilà. Pour être PNC. Un niveau bac, le diplôme, bon, certaines compagnies demandent le diplôme du bac, mais c'est pas forcément obligatoire. Hein. On a une étudiante qui a réussi 3 recrutements avec un niveau BEP, elle a réussi les recrutements de 3 compagnies. Mais alors, elle a- Heureusement, j'ai envie de dire quand même. hein. en Bon, fait, les expériences professionnelles, c'est vraiment, oui, bien c'est sûr. vraiment le plus important aujourd'hui. Et heureusement, les compagnies considèrent ça comme Ouais. vraiment, vraiment essentiel. Donc, des expériences en relation client, avoir travaillé en équipe, travailler avec des clients. Parce que, en fait, quand on est dans un avion, qu'on voit 600, 800 passagers dans la journée, il faut être capable de rester courtois, souriant, de gérer des plaintes, savoir fidéliser une clientèle. C'est quelque chose qu'on va demander au PNC. Mais d'ailleurs, une des expériences que des fois les gens veulent même pas le dire ou le mettre sur leur CV, c'est travailler à McDo. Je leur dis, mais c'est super travailler à McDo, parce que c'est le travail d'équipe, c'est le travailler, tu sais, avec la pression, c'est l'hygiène, respecter les normes d'hygiène, les normes de C'est une bonne sécurité. école, tu veux dire. Alors, C'est- dans un mais- fast-food. On a une de nos étudiantes, elle a travaillé pendant plusieurs années chez McDo et là Elle va intégrer Emirates à Dubaï. À Voilà. Dubaï. Super entrée en matière, on a bien compris vraiment l'importance de la langue de l'anglais. M. Chauve-souris nous dit qui élise sa carrière. Alors tu nous as dit que tu avais monté un atelier Moi j'ai monté des ateliers d'anglais. Voilà, j'ai monté T'as un toujours fait organisme ça de formation. Alors non, j'ai beaucoup voyagé, On est très j'ai fait curieux plein de sur Jumpseat. choses. Non, j'ai fait plein de choses. J'ai un master de lettres modernes, j'ai fait mon master en Angleterre, j'ai un master de management. Je suis partie 6 mois en Asie, à Madrid, en Brésil. Enfin, voilà, c'est pour ça l'aérien. Oui, le voyage déjà, ouais. C'est marrant, ça m'interpelle quand même. Le métier de PNC, c'est pas trop tard, Non. remarque. Mais j'ai l'impression d'avoir été PNC avec Rémi depuis 3 ans. On accompagne tellement de PNC jusqu'au bout, etc., que j'ai l'impression que le métier. Toi, t'es plus passionné de la formation. à la Ouais, base. moi c'est la formation qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs objectifs et leurs rêves. Quand t'arrives, t'as une personne au téléphone au début qui est désespérée, qui pleure parce qu'elle a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, qu'elle nous dit je suis à 2 doigts de baisser les bras et que 2 mois après, la personne elle pleure mais de joie parce que tu l'as fait entrer en compagnie, ça nous arrive tout le temps. tous les jours. Il y a après notre partenariat Emirates, on a fait un cocktail dînatoire avec tous nos élèves et des gens, des curieux qui sont venus, etc. Il y a des gens qui nous ont serré dans les bras en nous disant mais merci, j'ai réalisé mon rêve. Enfin, quant à ça, moi c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir proposer toujours des formations toujours meilleure qualité pour faire réussir nos élèves. Et c'est ça qui nous intéresse, qui nous anime avec Rémi au Et quotidien. nous, chez Jumpseat, ce qui nous anime, c'est l'information. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, on saura vraiment énormément de choses sur le métier. Et comment y accéder ? On a quelques questions, justement, je fais une petite pause chat. Alors, Jenna nous dit merci pour votre réponse. Est-ce que vous certifiez qu'une personne qui passe par Sky Success ressort avec un niveau B2 et en combien de temps ? Allez, un petit peu de pub là. Si Jenna, elle s'appelle. Jenna, tu fais ce qu'on dit. You speak English Voilà, first. tu auras ton B2. C'est comme un programme de sport. Si on te dit, ton but c'est de perdre 10 kilos, on va dire voilà, tu as un programme de sport et tu as un programme alimentaire. Si tu fais ce qu'on te dit, ça va marcher. Voilà. T'es d'accord ? Si tu manges McDo tous les jours, ça ne va pas marcher. Avec nous, c'est pareil. Notre programme, il est millimétré. On a des professeurs qui sont spécialisés de l'aérien. On a un programme, des ressources qu'on a développées, nous, en interne. Et on a des coachs après qui sont recruteurs, instructeurs, qui sont chefs de cabine en compagnie. Notre programme, il est millimétré. On a fait rentrer plus de 400 personnes en compagnie. Si Jenna fait ce qu'on dit et nous suit, Voilà. elle aura son B2 et elle sera PNC. La formation après est différente en fonction du niveau de départ. bien La sûr. première chose à faire, c'est un petit test d'anglais, test de positionnement pour déterminer le niveau de départ. Et puis on fera tout ce qu'on peut pour accompagner cette personne pour qu'elle arrive au B2. Donc elle sera accompagnée par un formateur particulier qui va la suivre pendant plusieurs semaines, en plus de ses cours sur une plateforme. Et maintenant ce qu'on a fait aussi, c'est des cours de conversation toutes les semaines pour vraiment développer le speaking, parce que c'est ça qui est important maintenant pour Le les compagnies speaking, aériennes. voilà, hein, le relationnel en anglais à bord.
Exactement. savoir en anglais réagir, intervenir dans toutes Et puis les se situations. présenter, parler de Se soi, de ses présenter, expériences. Voilà. Et Le pouvoir- savoir-être. Et puis, savoir aussi, en anglais, pendant les entretiens, par exemple, une des questions qui peut être posée, c'est tu dois rétrograder un passager d'économique, de business à économique. Comment réagis-tu? Comment fais-tu? Voilà. Et tu En dois anglais. parler en anglais. Eh oui. Et un C'était passager pas préparé. alcoolisé, pareil. Voilà, tu peux C'est tomber le sur genre ces de questions en anglais qui tombent tous les jours en recrutement. Ça veut dire que, en fait, le certificat B2, c'est une chose, c'est juste un prérequis. Mais après, il faut être capable de réussir un recrutement spécifique. Alors déjà, même de faire un CV en anglais ou en français, comme la plupart des compagnies aujourd'hui basées en France vont demander une candidature complètement en anglais. Et puis après, faire l'entretien de groupe, entretien individuel, entretien différé en anglais. Donc tout ça, c'est des choses qui se préparent, hein. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, la base, en fait, c'est l'anglais. Et puis ensuite, donc voilà, être capable de réussir un recrutement entièrement en anglais. Et si besoin par la suite, le faire en français. Mais vraiment, on en revient toujours à la base de l'anglais. Alors, l'anglais crucial. On avancera dans l'émission après pour voir comment ça se passe, le recrutement, les examens, les tests, et puis après à bord aussi, la vie à bord. Ça va nous intéresser d'avoir, que tu nous racontes aussi une partie de tes 15 ans en cabine, en instruction aussi, etc. On va reprendre des questions très vite, il y a pas mal de questions qui arrivent. Mais juste on a bien compris, donc l'anglais c'est crucial. Si vous pouvez en quelques mots nous faire l'état des lieux du recrutement aujourd'hui. PNC, alors en France, en Europe, dans le monde. Comment postuler en 2024? Alors, il y a l'anglais. Voilà. Alors, Comment devient-on PNC aujourd'hui? on demande donc déjà... Il y a des opportunités. Il y a Il y a énormément énormément. d'opportunités. Là, il y a Air France, Hop, Transavia qui ont recruté énormément. D'ailleurs, je pense à Sofiane, là, je viens de voir grâce à Oui. ce que j'intègre en septembre Air France. Sofiane, il nous a contacté, c'était au mois de décembre. Ouais. Il n'avait pas de B2, il Voilà. avait un donc niveau à peu il près était B1. B1, voilà. Donc on l'a accompagné. Donc il avait des expériences en relations clients. Hein. Il était de Lyon. Voilà, il est de Lyon. Il a travaillé donc en tant que responsable de boutique, je crois. Donc on l'a aidé à avoir son certificat B2. Et puis ensuite, il y a Air France qui a lancé des recrutements alternance. En CQP. Donc avec et sans CCA. Donc CQP. Qu'est-ce que c'est qu'un CQP? C'est un certificat de qualification professionnelle. Aujourd'hui, les compagnies françaises, la plupart des contrats pour débuter en tant que PNC, ça va être un CQP. Donc dans certaines compagnies, on va demander le CCA. En revanche, dans les compagnies comme Air France, Hop, Transavia, ça va être des contrats avec ou sans CCA, donc le Cabin Crew Attestation. Donc là, c'est de l'alternance. Voilà, donc ça va être une année d'alternance où on va avoir donc pendant 6 semaines répartis sur l'année des cours de relations clients, donc dans un centre de formation. Et puis enfin, à la fin de cette année de formation, donc c'est à la fin de cette année de vol et de formation, on va obtenir le Mais diplôme. t'es payé de tout CQP. pendant. C'est pas une alternance comme les étudiants, etc. Il y en avait qui pensaient qu'ils allaient pas être payés. T'es payé pendant toute ton année d'alternance. Tu voles, t'as les cours théoriques et t'es payé. Et donc c'est un contrat d'1 an. Et c'est vrai que les compagnies aujourd'hui préfèrent faire débuter leur PNC avec des CQP. Là par exemple, on a aussi pas mal d'étudiants qui sont rentrés chez Air France en CDD. Air France a recruté beaucoup de CDD. D'ailleurs, on a certains étudiants qui passent en ce moment les recrutements pour les CDD. Mais pour les CDD, il fallait une première expérience dans l'aérien dans les moins de 2 ans. Donc en général, cette première expérience, elle passe par un CQP pour les compagnies françaises. En général, c'est ça. Et justement, pour parler de Sofiane, qui est ici, Sofiane n'avait pas son CCA. Il a eu son niveau B2 en anglais. On l'a préparé au recrutement Air France. Il a été pris chez Air France. Il va faire son année de CQP à Air France. Il aura son CCA, en fin de compte, en interne Air France, en étant payé. Et il va pouvoir... Génial. J'espère pour lui continuer sa carrière à Air France, soit passer dans une autre compagnie, mais il va intégrer Air France comme ça. Donc là, ça recrute. Pas que les PNC, d'ailleurs les pilotes aussi. Hein. Enfin, l'IATA a annoncé les prévisions de transport de passagers, mais absolument incroyables. On pourrait passer les 5 milliards en 2024. Donc, on va avoir besoin de pilotes, d'avions, de personnel navigant. Donc, le marché du recrutement, il est... Je veux vous dire, depuis qu'avec Lise on s'est rencontrés, donc on a accompagné des PNC vraiment dans toutes les compagnies. Je pense à Air France, Transavia, Hop, French Bee, EasyJet, Emirates, Etihad, Swiss, Volotea, Volotea très présent en France aussi. Hein. Exactement, dans les et régions. de plus en plus. Là, Dans les régions, voilà. Vueling peut-être aussi. Vueling dans la aussi, là, lignée, qui donne, donc justement, j'ai fait une story d'ailleurs sur... on verra les stories.
story aussi. sur Instagram tout à l'heure. On a 5 élèves là qui vont intégrer Vueling ces prochaines semaines. On a un petit jeu en aussi. CDI Ouais. Directement. Vueling et Amelia sont des compagnies qui recrutent en CDI à Paris en commençant. Donc ça c'est vraiment génial. Pas besoin d'expérience. Est-ce qu'il y a des critères d'âge, Alors, de taille aussi hein, Ouais. Voilà, je pense qu'il y a des limites. Oui. Au niveau de la taille, en France, en fait, aujourd'hui, c'est considéré comme un critère discriminatoire. Donc, les compagnies françaises, pour entrer dans une compagnie française, il n'y a plus de critères d'âge. Alors, il y a des compagnies étrangères basées en France qui vont avoir certains critères, mais pour compagnie française, il n'y a plus aucun critère de taille. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Compagnie du Golfe. Compagnie du Golfe, voilà. Il n'y a pas une évidemment. taille minimum quand même. Alors, non, pas Pour dans la les compagnies sécurité, françaises. après voilà, ça pourrait se Non, c'est comprendre les par rapport compagnies à... du Golfe. Emirates, c'est 1m60. 1m60. Il faut être capable de, je crois que c'est 2m12. 2m12 les bras levés. Voilà. Donc tu peux faire 1m60, mais si en levant les bras, tu as atteint un minimum, bah voilà, pour des fois 1 cm. Pouvoir être capable de mettre quand même les bagages dans les rats. Dans les coffres. Alors, on n'est pas là pour les bagages, attention. Mais au moins accéder aux équipements qui sont dans les coffres. Je le répète aux passagers, les PNC ne sont pas là pour porter les bagages. Donc c'est un petit plus quand une charmante hôtesse ou un stew vient nous dire je vais vous aider. C'est ça. Mais c'est... Voilà. En termes de salaire, un PNC se situe comment? Alors, Ça doit bien évidemment dépendre de l'expérience et des compagnies. Alors voilà, ça dépend des compagnies. Dans une compagnie, donc là par exemple on parlait de Vueling. Chez Vueling on commence en CDI à 2000 € net par mois. Donc voilà, c'est chez Vueling qui est Mais même débutant. en débutant. On voilà. sort C'est de- une compagnie low cost basée à Paris. Pareil, chez Amelia, faut compter ça à peu près. Chez EasyJet, donc c'est une compagnie low cost, les salaires sont un petit peu plus élevés. On est à 2003, 2004, 2005 même basé C'est quand en même France. pas mal. Hein. Ouais, Bah c'est oui. pas mal. Alors après, il y a des compagnies low cost comme Volotea, Ryanair, ça va être un peu moins élevé, ça va être à peu près 1005. Mais après, les salaires sont évolutifs. C'est des compagnies où on peut avoir facilement une promotion de chef de cabine, donc les contrats évoluent, les conditions évoluent avec, Ce qui est normal, avec ouais. le temps. Comme on le disait tout à l'heure, chef de cabine, instructeur, recruteur, voilà, donc c'est des salaires qui évoluent avec l'expérience. Alors en résumé, comment on devient PNC alors? Il y a l'anglais, Il faut avoir 18 ans. Faut avoir 18 il ans, faut être Déjà, majeur, il faut savoir nager. savoir nager. Alors ça c'est... savoir nager. Eh oui, savoir nager. Donc on a parlé de l'anglais. Ensuite, il y a un certificat qui s'appelle le Cabin Crew Attestation. Donc on va en parler. Donc c'est un certificat qui est obligatoire pour voler en Europe. Le fameux CCA. Voilà. Donc ce certificat, comme on disait, pour commencer en tant qu'alternant, CQP, donc c'est une formation qui est délivrée en interne, en général, par la compagnie. Il y a aussi des recrutements avec CCA ou sans CCA, donc ça dépend. Donc c'est une formation qui se fait aujourd'hui, qui peut se faire si la personne veut le faire en anglais directement dans les centres en France. C'est une formation qui peut être faite en 2-3 semaines. Voilà. Si on le fait en français via la DGAC, dans une école toujours en France, c'est une formation par contre qui va durer, qui peut durer plus de 6 mois. Ouais, des fois 9 mois. Des 9 fois, ils passent mois, voilà. la théorie au début d'année, Voilà. la pratique à la fin d'année, et ils peuvent postuler à rien du tout entre les deux parce qu'ils sont en moitié de CCA. On conseille énormément de commencer par l'anglais et si besoin par la suite de faire le CCA et ASA, ce qu'on appelle un CCA en 2-3 semaines en anglais directement quand on a le bon niveau d'anglais et si besoin par la suite. Voilà. Pour la natation, y a-t-il un minimum? La bouée canard La bouée est-elle canard. tolérée? On vérifie si on sait nager ou Alors, pas? pour les recrutements sans CCA, donc je pense à Air France, demander un certificat de natation, c'était 1 minute 30, 50 mètres, je crois. Voilà, c'était le certificat qui était demandé. Mais ça se fait encore aujourd'hui, ça? Alors voilà, pour les recrutements sans CCA, oui. Pour l'alternance, quoi. Pour l'alternance Voilà. sans CCA. Parce que le CCA, le CCA, il y a une exige à épreuve la de base. natation. Il y a une épreuve Voilà. de natation au CCA. Mais Voilà. pour les personnes qui postulent, qui n'ont pas le CCA, voilà, par contre, il faut qu'elles sachent nager, puisque après, il faut être capable d'enfiler un gilet dans l'eau pendant l'épreuve du CCA, être capable de tracter quelqu'un sur 50 mètres, etc., etc. Mais voilà, le certificat qui est demandé pour l'alternance sans CCA, ça va être juste de savoir nager, faire 1 minute 30 en nage libre en 50 mètres. Hello D nous demande, alors question intéressante et à la fois difficile, quel est le candidat idéal lors d'un entretien d'embauche? Un candidat. Alors, savoir nager. Voilà. Qui a Parler qui a anglais. Qui a des bonnes expériences
client après c'est aussi une histoire de prestance, de bonnes énergies. Moi je dis toujours aux élèves, plus vous serez confiant parce que vous parlez bien anglais, parce que vous avez confiance en vous de vos expériences pro, plus vous allez dégager des bonnes énergies qui vont faire que les recruteurs vont dire mais oui, on veut cette personne-là dans l'avion. La motivation, super important. Quelqu'un qui sourit, qui a l'air sympa en fait, tout simplement aussi, c'est dégager, avoir des bonnes réactions, être calme. Juste pour la petite anecdote, nous quand on a fait passer les entretiens Emirates, la recruteur nous a dit que des fois, en cours de process, ils éliminaient donc des candidats qui se mettaient à s'énerver, à pleurer, et elle se disait, j'ai bien fait de pas prendre cette personne. C'est le calme aussi. Exactement, à bord, il peut arriver n'importe quoi. Voilà. Des passagers indisciplinés, indisciplinés, on en parlera non, mais des urgences, comme là, on est des alertes à la bombe, des n'importe quoi. Ah oui, tu as des choses à nous raconter. Mais justement, comme on en est encore là à l'étape état des lieux, recrutement, comment accéder au métier, tu parlais de garder son calme. Alors, l'anglais, savoir nager, mais c'est quand même aussi, alors tout ce que tu viens de dire, ça peut s'appliquer aussi à d'autres métiers, notamment dans l'hôtellerie où il y a du service, du contact client, il y a l'image. Donc il faut avoir même la coiffure, le maquillage, la tenue. Non mais il faut pas avoir une tache, faut pas avoir la barbe qui soit bien sûr. C'est un métier d'image et de représentation. Mais c'est aussi un métier où on est dans un environnement en 3 dimensions, on est dans un avion, donc il y a aussi un aspect aussi, faut pas avoir peur de c'est tout con de dire ça, mais faut pas avoir peur de voler. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent devenir PNC puis qui vont se rendre compte qu'en avion ils se sentent pas bien, le métier fait rêver, les voyages, les hôtels. Et puis il y a des procédures aussi très strictes. C'est un métier qui est très cadré. Dans la formation, l'aviation c'est très strict, des procédures à respecter. Et justement pour le recrutement, il y a des tests psychotechniques. Alors compagnie française, il y a des tests psychotechniques. Donc ça peut être des Masters de Raven, etc. Bon alors ça dépend d'une compagnie à une autre. Les recrutements en fait sont très variés d'une compagnie à une autre. Donc il faut quand même être bien au courant de ce qui se passe pour chaque recrutement, puisque ça va être très très varié. On peut avoir des mises en situation. Certaines compagnies vont faire des recrutements avec des entretiens de groupe. Donc vous allez être 5, 6, 7, 10 personnes autour d'une table, devoir échanger sur un sujet en anglais qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est un peu ce qui se passe dans un briefing quand on arrive pour travailler avec un équipage qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on veut voir en entretien de groupe. Comment on va se tenir, être bien droit, être capable de parler de manière claire, avec un langage corporel ouvert. Pas être trop stressé. Les candidats qui arrivent, qui stressent, qui perdent leurs moyens. Ça c'est pas très bon. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis à tous nos élèves, ceux qui disent mais est-ce que je peux réussir à rentrer en compagnie, en fait si les élèves travaillent correctement, préparent toutes les questions, savent comment se présenter, se vendre aux compagnies, elles vont savoir. En fait, si tu arrives en entretien en sachant les questions qui peuvent être posées, et nous on les prépare à ça, nos élèves, tu vas arriver serein. Et tu vas arriver en te disant, de toute façon, j'ai aucun regret, j'ai tout préparé, je sais comment répondre, et j'arrive, je vais dégager des bonnes énergies. Et souvent ça marche, et c'est pour ça qu'on fait entrer autant de personnes en compagnie, parce qu'on les prépare comme ça. Et puis si ça ne fonctionne pas, il faut ne pas abandonner en fait. C'est pas la fin du monde. Parce que si on se met trop la pression pour un recrutement, en fait il faut être capable de tenir aussi les après. C'est pas parce que tu loupes le premier entretien que le deuxième va être loupé. Et l'élève dont on parlait, une élève qu'on a fait rentrer à Emirates, Marion, elle, il y a 3 mois, elle avait loupé son entretien Emirates, elle n'a pas lâché, on l'a préparée, elle est revenue pour faire la journée de recrutement avec nous, et là, elle a eu son Golden Call, et elle part à Dubaï la fin du mois de juin. Bravo Marion. On voit vraiment les besoins en recrutement là. Oui. Mais alors, est-ce qu'il y a des épreuves éliminatoires? Alors vous êtes plus dans le coaching, l'anglais, la préparation. Bon, toi, Rémi, quand tu as préparé, tu t'es formé au métier, tu es rentré en compagnie. Donc, Est-ce qu'il y a des tests ou des épreuves éliminatoires, évidemment, notamment sur la sécurité? C'est des épreuves éliminatoires. Le cabin crew session, vous avez une épreuve de sécurité, vous avez épreuve théorique, pratique. Ça, c'est des épreuves qui sont éliminatoires. Et puis, il y a aussi des examens de sûreté, de CRM, donc Crew Resource Management. Crew Resource Management. Voilà, comment vous allez travailler en équipage. Vous avez des examens qui sont éliminatoires. Donc tout ça, c'est des formations qui sont délivrées pendant la formation du CCA, qui peut être fait avant ou après le recrutement. En fait, ça dépend, comme on disait tout à l'heure. Donc, vous avez des examens qui sont éliminatoires. Et puis après, quand on est en compagnie aussi,
vous avez un vol de lâcher avec un instructeur. Ah, Voilà, donc l'instructeur va poser des questions en général ça c'est au nouveau intéressant. Il y a un PNC. vol de lâcher, donc un jeune diplômé CCA. Une fois qu'il a son stage, avec Voilà. les examens De la compagnie. Voilà, de la compagnie, parce qu'en fait, qu'il ait ou non son CCA, il aura une nouvelle fois donc un stage en intégration en compagnie. Ça dure un combien de temps un au stage CC? d'intégration en compagnie? Alors ça dépend peut de- durer 3, 4, 6 semaines, ça va dépendre, même 2 mois parfois. Emirates, c'est 2 mois. EasyJet, tu disais, c'est EasyJet, 4. c'est 3 semaines, ça va passer à 4 semaines. Transavia, le stage dure 10 jours. je 10 crois. jours. Voilà, ouais. Donc ça dépend en fait Ouais. de chaque compagnie. Après, c'est assez intense, hein, dans chaque Donc, il faut- information en interne. Et puis il y a Mais la qualification sur les avions aussi, parce qu'il faut bien Ouais. connaître Et l'avion oui. sur lequel vous allez, la machine sur laquelle vous allez travailler. Mais est-ce que par exemple il y a dans cette phase d'intégration, est-ce qu'il y a des tests par exemple de déploiement de toboggan qu'il faut réussir? Ah bah Alors- non, t'as pas appuyé sur le bon bouton, Alors- t'as pas dit. Ce qu'on fait en formation, donc pendant les OCC, donc c'est La fumée en cabine. Voilà, exactement. C'est- Donc ça, il y a cette épreuve de feu fumé qui est obligatoire. Et puis être capable aussi de gérer une évacuation. Donc chaque porte va s'ouvrir différemment. On va devoir donner des phrases très strictes. En anglais. En anglais, si la compagnie a des procédures anglaises, même si on est basé en France. Donc c'est être capable d'ouvrir la porte en cas d'urgence, faire déclencher le toboggan, et puis gérer l'évacuation de tous les passagers dans l'avion. Et Donc- ça c'est avant le CC, c'est pour avoir le CCA. Hein, Alors qu'on passe ces épreuves. ça c'est dans l'OCC en fait. Ça va Ah oui être- d'accord. Ça va être une fois l'intégration. Une fois l'intégration, en compagnie. on refait on fait tout Voilà, ça. exactement. Vous allez refaire des procédures de secourisme. Sur de des sécurité. simus, des cabines, des mock-ups, hein, des maquettes. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc il va falloir gérer. On va faire des simulations de dépressurisation, des atterrissages d'urgence, évacuation, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on fait quand on arrive en compagnie en fait, dans les simulateurs. Ça doit être sympa à faire. Ouais, c'est Est-ce très- que tu parlais de savoir nager, est-ce qu'on vous remet dans une piscine où Alors ça, on le fait au- chronomètre si vous savez rester en apnée Alors, je sais pas, il y a pas d'apnée, donc il faut être capable d'enfiler un gilet dans l'eau, être capable Ouais. de tracter une personne. Donc ça, c'est là une formation qui est obligatoire. Voilà. C'est pour ça que les compagnies demandent de savoir nager obligatoirement. Et puis après, on a donc des formations, une formation de secourisme aussi. Donc c'est quelque chose qu'on apprend durant le CCA ou durant l'entrée en compagnie. Donc les massages cardiaques, comment gérer un étouffement, toutes les différentes savoir maladies. réanimer, voilà, quelqu'un. Voilà, tout Et ça, ça, c'est c'est des- renouvelé tous les ans. Tous les on va faire ans, ils refont une formation. Comme les pilotes doivent pour- faire du simu. Voilà. Donc, quand on voilà, est PNC, c'est tous les ans. On va faire tous les ans, montée de vous avez. compétences. Ouais. Ça dure combien de temps ça? Alors, ça dure 3-4 jours. Bon, C'est ça un va stage, dépendre. en ça fait. dépend des compagnies, Voilà, encore ça une va fois. dépendre. Des Donc, avions aussi, j'imagine. Voilà, mais alors maintenant, c'est une formation qui est beaucoup en visio. Et puis après, vous avez la formation en présentiel pendant 1 à 2 journées. Où vous allez refaire les massages cardiaques, les étouffements, ouverture de la porte, l'épreuve du feu à refaire tous les 3 ans, etc., pour rester à jour en fait. Et puis maintien des compétences obligatoires. Et puis les procédures changent tout le temps en fait. Voilà, les procédures vont évoluer en fonction Mais des avions ou des avions et puis réglementation aussi. en fonction j'imagine. des réglementations Ouais, qui ouais. vont évoluer. La procédure va adapter ses procédures pour les PNC. Et il y a des différences entre une low cost et une compagnie nationale dans le recrutement. Au niveau Parce que la du sécurité est la recrutement, même. hein. alors la sécurité elle est la même. En fait, une compagnie L'armement des toboggans. pour être basée en Europe, une compagnie ne peut pas transiger sur la sécurité. C'est impossible en fait. Donc qu'elle soit low cost, court courrier, moyen courrier. Après, le process de recrutement des compagnies diffère d'une compagnie à une autre. Voilà. Et c'est pour ça que, en fait, si quelqu'un est pris dans une compagnie, par exemple, tu vas être recruté chez Air France, ça ne veut pas dire que tu pourras être pris à Emirates ou Ah à Amelia, parce que chaque compagnie a un process de recrutement qui lui est propre. Voilà. Et a également, il y a des recrutements qui vont être en français, un peu en français, en anglais. Dans beaucoup de compagnies, c'est 100% anglais. 100% en anglais, French Bee, ouais. c'est une compagnie qui est française, Français. Air Caraïbes, mais les recrutements sont full en anglais. Voilà. Transavia, il y a un peu d'anglais, c'est en français. On va avoir des compagnies où il y a des tests psychotechniques, des entretiens différés. Voilà. D'autres compagnies
qui vont avoir, ça va être un assessment days avec des entretiens collectifs et des final interviews en individuel. Et les questions vont varier de compagnie à une autre. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'au final, à bord, bah voilà, la sécurité, il y a plein de points communs, mais le process de recrutement n'est vraiment pas la même. Quand on me dit aussi, ah mais c'est bon, moi j'ai des copains qui bossent à Transavia, je vais pouvoir rentrer chez Air France. Bah rien à voir, est-ce qu'ils connaissent le process de recrutement Air France ou est-ce qu'ils connaissent Emirates? Là, par exemple, pour intégrer Air France, le process de recrutement, pour certains candidats, c'était donc test psychotechnique. Et ensuite, il y avait des entretiens différés. Donc, être capable de répondre à des questions tout seul, devant son ordinateur, pendant 1 minute 30. Voilà, donc ça, c'est des choses, en fait... ça se prépare à l'avance. Après des entretiens de groupe, voilà, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, être autour d'une table avec 10 autres personnes, parler ensemble sur un sujet, tout en anglais. Voilà, je pense à nos élèves qui ont passé le recrutement Vueling il y a quelques jours. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut être capable de faire. Parce qu'il ne faut pas trop parler, mais pas non plus pas assez. Enfin, il faut un juste milieu, il faut se comporter. Tout est scruté. Ouais. Parce qu'il y a ce qui va être dit, et puis on va être scruté aussi comment chaque personne va réagir pendant l'entretien. J'ai l'impression, en vous écoutant, et on va résumer là, cette première partie d'émission sur le recrutement, sur le marché, que la personnalité joue beaucoup quand même. Oui. Hein. Et même le non-verbal aussi. En fait, la communication non-verbale, c'est même encore plus important que la communication verbale. Comment vous allez... Le sourire, en fait, rien que ça. Sourire tout le temps. Si vous parlez... Alors, je veux dire, le B2, c'est un prérequis. Si vous parlez parfaitement l'anglais... Et vous faites la gueule. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc tout ça, pareil, vous avez beau connaître votre argumentaire parfaitement pour les recrutements. En fait, on a des candidats, et non, ils arrivent, leur stress est apparent, ils perdent leurs moyens, ils y en a qui font la tête en recrutement. Ouais, puis le stress sur les aspects sécurité aussi. M. Chauve-souris nous demandait est-ce que gérer l'étouffement d'un passager, c'est pénible. Tu l'as déjà fait, toi? Alors non, ça j'ai pas eu. Donc, un malaise des malaises, ah bah oui, c'est quotidien. Dans l'avion, des personnes qui mangent pas le matin et puis qui font des malaises dans l'avion, c'est tous les jours, des malaises hypoglycémiques ou même... Vous avez des médicaments à bord, je crois aussi. Oui, on a un minimum. Exactement, et puis on a une formation pour savoir utiliser cette trousse de premier secours. Ouais, ça fait partie de la formation. De la formation, exactement. Ah ouais. Savoir prendre le pouls. Par exemple, une fois, j'ai eu un passager qui a eu une amnésie. Je me rappelle, un vol de 3 heures, on décolle, ding dong, bah voilà, le passager, l'ami, donc le collègue de ce passager. Vous êtes bien arrivé à New York. Me dit, mais en fait, je suis avec mon collègue, on a passé tout notre séjour à Marrakech, et là, il sait pas qui je suis, il sait même pas s'il a des enfants. Voilà, donc j'ai dû gérer cette situation pendant 2 heures. En anglais ? Alors non, là c'était un passager en français. Alors il n'y avait pas de médecin dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue pendant 2 heures ou alors est-ce qu'on va dérouter l'avion ? Ce que j'ai demandé, là vous êtes en lien permanent aussi avec les pilotes, exactement, voilà, et communiquer parce qu'eux ils doivent être capables de dérouter si besoin. Voilà. Vous avez vu que là, comme on arrive tout doucement vers le métier, là, vers le vol, hein, on y arrive. Donc en résumé, personnalité, sourire, gestion du stress, voilà, la maîtrise. Hein. Ah ouais, gestion des émotions et rassuré pour le travail en équipe. En fait, voilà, on travaille. En fait, à bord, on est un équipage. On va pouvoir travailler ensemble. Il y a une bonne ambiance des fois. Hein. Et oui, il y a une bonne ambiance. Ça se sent en plus quand les personnes à bord s'entendent bien. Et puis les passagers aiment ça. Quand ils voient un équipage qui s'entend bien, et ben ça. En fait, ils vont se sentir en sécurité et puis ils vont avoir envie de revenir aussi avec la compagnie. Encore 2 questions là sur l'étape recrutement. La team Evan nous dit, alors parler un maximum de langues, même à bas niveau, est-ce un plus? Oui, alors l'anglais c'est important. Évidemment, l'espagnol hein, sur les routes d'Amérique du Sud ou même l'Asie. C'est pas obligatoire, enfin je veux dire, moi j'adore, je suis amatrice de langue, donc je vais pas dire aux gens ne parlez pas des langues, c'est trop bien de parler plein de langues et pouvoir à bord, etc. Non, ça fait pas tout sur un CV, la personne a beau parler langage des signes, le chinois, le japonais, le machin, c'est pas ça qui va être le plus, non mais il faut être réaliste. Par contre, c'est l'anglais et les expériences clients et après lors de l'entretien être bien préparé. Alors c'est sûr que c'est un plus si vous allez parler couramment espagnol ou couramment chinois, évidemment que c'est un plus. Bien sûr. Mais faut pas se focaliser là-dessus. Surtout, vous l'avez cette langue-là, vous la mettez sur votre CV, très bien. Mais n'allez pas vous dire je vais passer du temps à apprendre une autre langue parce que sur mon CV, là on en discutait dans la voiture avec Rémi pour venir, il me disait qu'une des écoles de CCA proposait langage des signes.
Alors qu'il y a des élèves qui vont suivre un Mais, atelier langage des signes alors qu'ils savent pas parler anglais. voilà. C'est hyper incohérent. Ouais, C'est donc d'abord l'anglais. Voilà. Parce C'est- que- Ok. Parce que Is that clear? vous avez Yes. énormément de compagnies internationales basées en France. Je pense à Ryanair, Volotea, EasyJet, Smartwings, même French Qui ont leur Bee, base. qui ont leur Ouais, base ouais, ouais. en France. Ouais, ouais. Et c'est même la majorité de ces compagnies Ouais. qui vont faire des recrutements en anglais. Donc en mm. fait, même si vous parlez espagnol, Mm. l'anglais ça reste la base. On nous a aussi posé la question sur des signes visibles comme, alors ça peut être piercing, tatouage. Ouais, Alors, j'ai vu la question. Les tatouages, alors maintenant c'est en train de changer dans les Mm. compagnies, c'est en train d'être un petit peu plus libre à ce niveau. Vous avez quelques compagnies qui autorisent les tatouages visibles pour leurs équipages. Dans la majorité des compagnies cependant, ils doivent être invisibles Invisibles. en uniforme. Les Voilà. compagnies du golf, par exemple, sont Oui. beaucoup plus vigilantes, même les cicatrices, même les, Ah oui. les tatouages. Voilà, il y a des compagnies qui sont beaucoup plus strictes que d'autres. Voilà, une compagnie comme EasyJet, une compagnie comme Emirates, ça va pas être les mêmes attendus. Mais sur chaque site, pour cette personne qui posait la question, à chaque fois qu'il y a des recrutements, ils peuvent trouver les infos sur. Ouais. Et les- puis nous on leur donne. Hein, on leur donne, voilà. On les connaît, Ils peuvent nous poser la question, on leur donnera les infos tatouages. On Même les a. si ces personnes ne sont pas nos élèves, hein, on a Ouais. énormément d'abonnés sur notre Ouais. compte Instagram et LinkedIn qui nous posent tous les jours des questions. Et auxquelles on leur est- répond. il y a On est aucun ravis de leur souci. répondre. Je rappelle que Lise et Rémi, ils ont donc Sky Success, ils ont aussi, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Vous faites des petites capsules sur Beaucoup de contenu gratuit. vous répondez à beaucoup de questions. C'est ça. C'est super sympa sur le métier justement. Voilà. Alors là, on en a couvert déjà pas mal. On va bientôt faire la transition là sur le métier. Une fois qu'on est en activité, tu as plein de choses à nous raconter, Rémi. Juste avant, alors on a la question de Full Glider sur les rythmes de travail. MLN 208, what is the success rate of your school? Taux de réussite. Alors, j'ai le taux de réussite au B2 du Lilat, parce que je l'ai vu la dernière fois, je disais il y a énormément de réussite. On est à 94% de réussite au B2 du test Lilat. Au niveau de nos réussites en compagnie, on est à plus de 400 personnes qu'on a fait rentrer en compagnie. Et ça fait qu'augmenter. Hein. Et Au ça vu fait augmenter. des recrutements. C'est impressionnant. Voilà. Alors, parfois certains n'arrivent pas du premier coup, mais chez Sky Success, on les abandonne pas. Par contre, on a un taux qui est exact, c'est que les personnes qui suivent notre programme et qui nous lâchent pas, qui ne changent pas de projet, qui bossent correctement, c'est 100%. On a laissé aucun élève qui avait bossé jusqu'au bout et comme il fallait, sans rien à la fin. Voilà. Et il y a l'examen LinguaSkill, qui fait un peu débat. Là. Alors- Le taux de réussite Alors, LinguaSkill, c'est excusez-moi, sportif comme examen. Le taux de réussite. Alors oui, pardon, excusez-moi. Là, j'ai parlé du Lilat. Je vais Yes. juste faire une petite différence Sure. entre le LinguaSkill et le Lilat. En fait, donc avant, c'était le TOEIC qui primait parce que c'était le test. Le TOEIC, nous, ça fait depuis que le LinguaSkill est accepté par toutes les compagnies, donc depuis 2 ans, nous, on a arrêté le TOEIC. On a été un peu précurseur. On a dit le LinguaSkill est beaucoup mieux que le test TOEIC. Donc, on s'est mis sur le LinguaSkill. Le Air France nous a donné raison puisque TOEIC a été dégagé entre guillemets des compagnies du groupe Air France, de Air France et Hop, et le LinguaSkill. Le Lilat, c'est un nouveau test. Ça fait 3 mois qu'il est accepté par toutes les compagnies françaises. Le lit, Le Lilat, L-I-L-A-T-E. d'accord. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que nos élèves puissent postuler à toutes les compagnies. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas le TOEIC, parce que le TOEIC n'est pas accepté par certaines compagnies. Le Lilat et le LinguaSkill sont 2 tests qui, depuis 3 mois, sont Voilà. acceptés par toutes les compagnies. Et donc, pourquoi maintenant, on pense être précurseur maintenant avec le Lilat, pourquoi maintenant on met en avant le Lilat? Parce que le Lilat est un test qui dure moins d'1 heure. C'est un homme qui vous évalue, alors que le LinguaSkill, c'est l'ordinateur, quoi, ça dure 3h30. Et le Lilat, c'est du speaking qui va être évalué. C'est des role-play avec un examinateur. Et nous, du coup, en fait, pendant toutes nos séances, on va baser vraiment notre formation sur le speaking. Ouais. Et on a un taux de réussite qui explose sur le Lilat. Le LinguaSkill, on avait un très bon taux de réussite aussi. Je crois qu'on était à peu près à 75%. Il faudrait que je retrouve le taux exact. Un peu moins bon parce que le LinguaSkill était un examen plus difficile. C'est-à-dire qu'il y en avait qui le passaient des fois une fois, qui pour une skill loupaient de quelques points, qui Voilà. devaient le repasser. Et donc il fallait, alors Air France et Hop ont demandé le B2 à chacune des compétences Voilà. pour le LinguaSkill, donc le reading, listening et speaking. Et le Lilat, en fait, valide. on évalue le niveau dans son ensemble. Et on met le candidat en situation de travail en fait. Voilà, on peut échanger beaucoup à l'oral sur des situations de travail qu'il pourrait rencontrer. Ouais. Voilà. Là, je vois une personne qui a loupé le LinguaSkill Voilà, il n'y a pas the longtemps. goat.
Et ben, si cette personne-là a loupé le LinguaSkill de peu, ou même de 10 points, parce qu'il y en a qui avaient eu un A2 au LinguaSkill, qui ont passé les lettres et qui ont eu le B2. On a eu une personne, là, il y a eu Leïla, qui avait un niveau A2 et qui a réussi à avoir le B2. Kimberley, qui avait un niveau A2. A2, c'est quand même débutant. En 2 mois, avec notre Formule 2, qui a réussi à décrocher le B2. Ça, avec le LinguaSkill, ça mettait plus de temps. Maintenant, avec le LILAT, vu que c'est vraiment basé speaking, puis on a un programme millimétré, avec des roleplays, des situations qu'ils peuvent avoir au LILAT, et c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Attention, ce n'est pas facile, il faut bosser. Mais c'est plus facile que le LinguaSkill. Alors, on aura un petit quiz, une petite surprise. Un quiz pour voir si vous êtes apte à devenir PNC. On va décoller maintenant. Comment ça se passe un peu à bord? Alors, on a des questions un peu plus concrètes maintenant sur le métier aussi. Par rapport aux bases, il y a Luc Game qui a posé la question tout à l'heure. Petite question concernant notre base. Notre base. Pour les courts courriers, il serait nécessaire d'habiter à pas plus d'1 heure de l'aéroport, j'imagine. Mais pouvez-vous en dire plus sur le long courrier SVP? C'est 90 minutes. Est-ce que c'est bien de ne pas habiter trop loin comme Donc vous là-bas, avez certaines compagnies courriers qui demandent contractuellement d'habiter à 90 minutes de la base d'affectation. Voilà, donc par exemple pour les compagnies low cost qui sont assez présentes en province, je pense à Volotea, Ryanair, EasyJet. Donc elles ont des bases un petit peu partout en France, Lille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse, un peu partout, Genève. Donc vous avez des journées de vol, ça peut aller jusqu'à 5-6 jours de vol à la suite, et puis vous avez des journées d'astreinte. Donc vous allez être chez vous en attendant qu'on vous appelle pour opérer. Il ne faut pas être trop loin alors. Donc, dans un rayon de 90 minutes. En général, c'est 90 minutes. Après, ça dépend des compagnies. Je pense à Hop, par exemple, ou même Transavia. Vous avez pas mal de PNC qui sont basés à Paris, donc Orly ou Charles de Gaulle en fonction de la compagnie, mais qui habitent en province. Ouais. Donc, ils montent sur Paris pendant leur temps off. Voilà. Et puis après, donc, dans ces compagnies, vous avez des découchés un peu tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez des PNC qui habitent en province et qui sont basés à Paris. Alors en long courrier, c'est très fréquent. Ouais, pas mal de pilotes qui habitent en province aussi. Oui, énormément. Qui prennent maintenant, en plus, avec le TGV ou les navettes, ils arrivent dans les temps à monter à Charles de Gaulle en général. Et vous avez même des compagnies qui prennent en charge une partie des mises en place. Alors tu parlais d'astreinte, donc 90 minutes pour si tu es déclenché sur un vol, donc tu étais en astreinte, il faut que tu aies quand même 1h30 là. Voilà. Donc j'imagine qu'on a toujours une petite valise de prête avant Exactement, une valise avec du linge propre, tout ça, avec le nécessaire. Au cas où on nous appelle. Moi par exemple, je me rappelle la dernière fois, donc j'étais sur un vol, je partais à Lisbonne. Et puis, pendant le vol, on m'a dit, en fait, on a besoin qu'un des membres d'équipage débarque. Donc, je me rappelle que j'étais en train de faire un vol d'évaluation d'une chef de cabine. Et donc, on était une personne en plus que nécessaire sur ce vol. On a besoin qu'un de vous débarque, sinon on va annuler le vol qui fait Lisbonne. C'était Lisbonne-Madère. Donc j'ai choisi de débarquer. Qui demande ça alors donc les opérations, on demandait qu'une des personnes sur le vol débarque. Mais de l'équipage ou Voilà, de l'équipage. Comme on était Parce que des fois on demande des volontaires sur du surbooking aussi. Ah non, je parlais qu'un membre d'équipage débarque. D'accord. Voilà, donc moi j'étais en train de faire un vol d'instruction à une collègue, chef de cabine. Et puis donc on a eu un message des opérations qui disait qu'ils avaient besoin qu'un des membres d'équipage débarque pour sauver le vol en fait. Pas qu'il soit annulé parce qu'il y avait déjà 2 à 3 heures de retard. Donc j'ai choisi de débarquer pour opérer le vol Lisbonne-Madère, Madère-Lisbonne, rentrer le lendemain. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou par exemple, vous êtes en astreinte et puis on vous dit, vous allez faire quelques jours à Berlin, faire des vols, préparez vite votre valise, on vous attend. Combien de temps vous avez pour aller à l'aéroport? Voilà. Mais alors, les astreintes, je sais que chez Air France, par exemple, sur Roissy, il y a vraiment des endroits pour les PNC avec des petites chambres de repos. Des fois, il y en a qui passent, 24 heures d'astreinte sans même partir. Hein. Alors, il me semble que chez Air France, les astreintes durent plusieurs jours. Ou même plusieurs jours. Voilà, donc pendant ce temps-là, ils attendent leur déclenchement. Là, ils ont un bip, je crois. Est-ce que d'autres compagnies plus petites ou des low cost ont aussi des endroits, des hôtels, je sais pas Ouais, donc ça peut arriver. Et puis, je vous disais qu'il faut habiter à 90 minutes pour pas mal de compagnies de sa base, parce qu'à ce moment-là, on va être chez soi
pendant une période, par exemple, de, je sais pas, 3h du matin à 14h, en attendant que potentiellement on appelle ce PNC pour aller opérer un vol qui a du retard. Pour revenir à ce qui s'est passé sur ton vol, effectivement, très bonne question. En quoi ça sauve un vol de débarquer un PNC? Mais parce que c'est un membre d'équipage pour 50 passagers. Ça veut dire que si vous avez un Airbus avec 180 passagers, il faut 4 PNC à bord. Sinon, il ne va pas pouvoir... C'est-à-dire qu'il manquait un membre d'équipage sur un autre voilà. vol. Donc il y avait une personne Toi, qui est tombée malade. Et puis moi, j'étais en plus sur un vol. d'accord. Donc il se trouve qu'on allait à Lisbonne. Et puis donc j'ai choisi de débarquer pour aller sur un autre vol. Et puis sauver le vol. Parce que s'il n'y avait pas les 4 membres d'équipage, le vol allait être annulé. D'accord. Donc il y a les astreintes, donc il y a beaucoup d'imprévus dans ce métier. Oui. Alors les journées sont vraiment... Il n'y a pas de Ils routine. sont jamais les mêmes, pas de routine. Aussi Voilà. bien donc les horaires de travail. Alors les justement le équipages rythme, aussi. les équipages, alors, des grandes compagnies, des fois on vole jamais avec le même équipage Ah oui. pendant des années. Ça C'est ça qui peut plaît arriver. d'ailleurs pour le métier, qu'il n'y Oui. ait pas de routine, pas un bureau fixe quelque part, le bureau c'est le ciel. Voilà. Et alors, donc il y a les astreintes. Alors on avait la question tout à l'heure sur les journées. Comment ça se passe? Le rythme, alors pareil, d'une compagnie à l'autre, ça diffère. D'une compagnie Le à l'autre, rythme ça de va travail. varier. Donc en Europe, on peut faire jusqu'à 900 heures de vol par an. Voilà, donc ça c'est vraiment la limite d'heures de vol. Donc on appelle ça block hours. Donc ça va être limité à 90 heures de vol par mois aussi. À peu. Et puis, C'est quoi en nombre de journées alors là, donc on est... sur du court courrier, ça peut aller jusqu'à, je dirais, 15 jours, 16 jours. Je veux dire, il faut y aller pour faire 90-95 heures de vol, sachant que, je ne sais pas si vous faites un aller-retour pour aller en Égypte maximum de la France, ou peut-être à Israël, ou au Maroc, ça va être en heures de vol, ça va être 9 heures. Donc voilà, si vous êtes limité à 90 heures de vol sur le mois, ça va faire 10-15 jours de vol max. Alors par contre, si vous faites des petits vols internes, des vols d'1 heure, on peut faire 4 vols par jour, des vols de 50 minutes, voilà, on en fait 4, on peut en faire pas mal. Mais il y a un nombre d'heures minimum entre deux vols aussi. Alors comme voilà, pour les vous pilotes. avez 12 heures de repos minimum entre 2 journées de vol. Donc 12 heures de repos, Voilà. minimum. Avant c'était 11 et puis c'est passé à 12 avec les règles EASA. Encore une fois, ça dépend des compagnies. Ça va dépendre des compagnies, des accords aussi. Des accords, parce qu'on a aussi l'image du low cost où le rythme est vraiment, même pour les pilotes, le rythme est vraiment le rythme effréné. est un peu plus soutenu. On demande de faire des choses dans certaines compagnies qu'on ne fait pas sur d'autres, comme peut-être faire un peu le ménage Alors oui, dans les sur une compagnies, escale de 30 minutes à voilà. Lisbonne, par exemple. Donc, alors, bon, c'est pas ménage. Ce qu'on appelle ménage dans ces compagnies, c'est que voilà, on va croiser les ceintures, enfiler des gants et regarder s'il n'y a rien qui traîne dans les pochettes et puis passer avec la poubelle. Dans ces compagnies, il faut compter 5, 6, 7, 8 minutes entre le dernier passager qui sort et le premier qui remonte. Donc non, c'est pas vraiment du ménage. Par contre, oui, on débarrasse les déchets, on passe vite en cabine. Même d'ailleurs, souvent, les pilotes même aident les PNC pour embarquer plus tôt et pouvoir repartir en fait. Mais bon, ça va pas être du ménage en fait. C'est oui, on débarrasse la cabine et puis on réembarque tout de suite en fait pour pouvoir repartir à l'heure. Donc ça va, ça se fait quand même. Oui, ça va, ça se fait. Ça se fait. M. Chauve-souris nous demande, quand on parle d'heures de vol, est-ce que ça comprend aussi le temps passé au sol, par exemple dans le terminal? Quand je dis heure de vol, c'est les heures. Voilà, on ferme la porte, pushback jusqu'à l'heure d'arrivée. Donc voilà, ça va être l'heure de vol décomptée. Et donc on peut aller jusqu'à 90 heures de vol comme ça. D'accord. Voilà, sur le mois. En fonction, alors après, la compagnie va pas forcément vous mettre 90 heures de vol. Oui. En général, ça va être 60, 70, 75, ou peut-être moins. Voilà, parce que c'est 900 heures par an. Ça veut dire que vous pouvez pas faire 90 heures par mois. Parce que 90 fois 12, ça fait plus que 900. Donc C'est le grand maximum, 900 heures. Voilà, Est-ce qu'on les fait vraiment? Ça dépend des compagnies. Ça dépend des compagnies. Voilà. Chez Emirates, oui. Alors chez Emirates, voilà, c'est même un petit peu plus. Emirates. Dans les compagnies du Golfe, il y a des compagnies qui sont... Ils peuvent faire... Même French Bee, ils veulent... French Bee, je sais plus combien ils volent. Parce que là, quand tu parles 900 heures, c'est sur des vols européens, là, non? Alors, au vol européen ou pas forcément. D'accord. Mais des vols qui partent de leur base en Europe. Donc un Corsair ou un French Bee. Le PNC va pas pouvoir... va pas avoir le droit de faire plus de 900 heures de vol par an. D'accord. Ah, c'est intéressant. Moi, je pensais
que c'était plus en nombre de jours en fait. Alors, non, nombre de jours, non. Mais par D'accord. contre, vous avez... alors, chaque compagnie va avoir des accords différents. Vous avez aussi... Il y a cette règle des 900 heures et des 90 heures en moyenne par mois, max. Mais après, il y a d'autres heures. Il y a les heures de repos. Voilà, les flat time limitation, c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. En fonction du nombre de vols, vous ne pouvez pas faire plus de autant d'heures dans la journée. Tout ça, ça va varier en fait. Ça va varier. C'est des formations qu'on va nous faire en arrivant dans la compagnie. On va être au courant de tout ça. Est-ce que c'est un métier globalement qui est difficile? Alors ça fait rêver, le c'est un voyage. métier qui est fatigant. Ouais. Quand vous faites... Faut pas le cacher quand même. Ah oui, non, c'est très fatigant. C'est un métier qui est fatigant, mais voilà. Ça dépend ce qu'on entend par le mot difficile. Parce que si on compare avec d'autres professions où il faut tous les 8 heures, 18 heures, qu'il y a une routine, ça va convenir à certains, ça va fatiguer d'autres et d'autres vont... Les métiers de bureau, un peu routiniers, etc. Pour certains, ça va être facile. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça, bien sûr, que le métier de PNC, si on prend le rythme, etc., oui, ça peut être fatigant. Mais en fait, si on est content de se lever les matins pour faire son boulot, être Bien dans sûr. un équipage, est-ce que c'est difficile? Non. Tu vois, c'est au niveau de la fatigue. Après, c'est pas... Après, voilà, il y a une la fatigue. réalité, bien Quand sûr. on fait 4 rotations, tu disais tout à l'heure, 4 vols dans la journée, Ou le en décalage général, horaire, on se lève à 4h du matin, Voilà, on fait le à premier 4 heures, vol de ou 6 même heures, avant, voilà. ou même avant, on Mais, revient le soir. Ce sont des belles journées. Puis Ah alors oui, après, oui, le ce long sont- courrier, il y a quand même le jet lag. Ouais. Voilà. Bah, Donc ça, c'est une fatigue qui est différente. Hein. Gérer Voilà. le jet lag, les rotations. Après, il y a certaines en plus compagnies type French Bee, c'est des rotations des fois de 14 jours. Ils font Paris, San Francisco, Tahiti, San Francisco, Paris. Et ils reviennent, ils ont 6 jours de off. Donc, tu as une famille, tu les quittes pendant 14 jours. Bon, voilà, ça peut être des conditions qui peuvent être difficiles, mais d'une compagnie à une autre, il y a des conditions qui diffèrent et qui peuvent correspondre plus facilement à chaque personne selon leur... Et puis, vous avez pas mal de PNC aussi qui ont une vie de famille. Bien sûr que c'est conciliable avec une vie de famille. hein. Oui, tout à fait. Et à bord, énormément de PNC qui ont des enfants. Ouais. Heureusement d'ailleurs, hein, que la vie de famille, qu'on puisse combiner les deux, quoi. Mais bon, après, voilà, il y a plein de métiers. Voilà. c'est C'est ça, sûr, quand hein. vous êtes infirmier de nuit... Un chirurgien, Eh ou un oui. secouriste, ou enfin, je sais C'est pas. ça, travail utile. Voilà. Alors c'est sûr, faut être capable Dans de la louper restauration. l'anniversaire de son ami ou être capable de dire oui, je vais travailler à Noël. Au fait, on sait qu'on va manquer les fêtes, on sait qu'on va avoir une fatigue qui va être importante, mais à côté de ça, on a quand même pas mal de repos compensateur. Comment on arrive, on parlait tout à l'heure de la personnalité, du savoir-être, savoir parler anglais évidemment, comment on arrive, malgré justement la fatigue, le rythme parfois, à être toujours au top pour cela. Et là, j'insiste sur la sécurité. 90%, 15-18% des vols se passent bien. Bon, en ce moment, on parle beaucoup d'avions, d'incidents. Je pense qu'il y a un effet réseaux sociaux aussi, parce que Ouais. maintenant, on a tout dans l'instant, Ça presque arrive très chaque rarement. semaine. Enfin, je veux Ah dire, ouais. des turbulences. Bon, alors ça a été très médiatisé avec Ça arrive jamais, quand le même. Singapour Ça arrive. du Ça arrive. 21. Et puis les PNC sont formés pour ça. Voilà, il y a un 320 là, il y a quelques jours qui s'est pris, le 9 juin, qui s'est pris un orage de grêle Ouais. en revenant il venait de Palma, il était dérouté à Vienne. La sécurité. Toi, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Oui, alors, Les turbulences, un orage? les turbulences qu'est-ce qu'on arrivent fait très régulièrement. Après, quand vous êtes passager, si vous êtes bien attaché, qu'est-ce qui peut vous arriver? Voilà, les PNC sont là pour vérifier que les passagers sont bien attachés, etc. C'est pour ça que eux restent debout en général pour vérifier que leurs passagers sont attachés. Ou alors on fait attention à ne pas servir de boisson chaude aussi pour éviter des brûlures pendant que Le café chaud qui Ben s'est- oui, oui, bien tout sûr. ça, c'est Ah ouais, ouais. des risques. Hein. Mais bon, si on estime qu'il y a trop de risques en tant que PNC pour nous, alors à ce moment-là, on va rester assis. Ça peut arriver de rester assis en cabine avec les passagers parce qu'on estime que les turbulences sont trop sévères. Après, Vous êtes formé à ça? Voilà, on est formé Tout à à l'heure, ça. on parlait du simu, de la formation des Bien toboggans, sûr, la ouais. nage. Vous simulez des turbulences aussi dans Ouais, la oui, formation? oui, tout à fait. Ah ouais? Il y a des turbulences sévères. On est entraîné sur des dépressurisations, des évacuations d'urgence, des alertes à la bombe, etc. Parce que n'importe quoi peut arriver, ou des passagers indisciplinés aussi. Plein de choses peuvent arriver dans l'avion à 10 000 mètres d'altitude. Et puis, voilà, on peut compter que sur l'équipage. Vous n'avez pas forcément un médecin qui va être à bord pour gérer une situation médicale. Donc, on va être capable de gérer une situation d'urgence en équipe
Voilà, et travailler en équipe, c'est quelque chose qui est primordial. En plus des expériences commerciales, voilà, être capable de travailler avec un équipage. De gérer dans le calme aussi. Dans le calme, exactement. Et sans stresser, Voilà. parce que dans les turbulences, les passagers, ce qu'ils se disent, c'est regardez les PNC, regardez, il ne va rien se passer, regardez les PNC. Et on voit les PNC qui sont calmes et qui sont... C'est hyper important. Si un PNC commence à paniquer, c'est tout le vol qui va paniquer. Exactement. Et puis, donc moi, par exemple, j'ai déjà eu une alerte à la bombe il y a quelques années. Pendant le vol, Oui, pendant le vol, l'annonce d'urgence, j'ai eu le briefing du collant de bord. En fait, les passagers sont restés très calmes donc, et pourtant on a dérouté et pourtant on avait une alerte à la bombe. Mais en fait, les passagers sont restés très calmes, on est resté très souriants, on a bien respecté les procédures. Si on n'était pas resté souriant, calme, à avoir de l'assurance, etc., oui, ça aurait pu être un drame. Ça aurait pu être une catastrophe. Voilà. Cet épisode de l'alerte à la bombe, alors c'est quoi comment ça se passe? Qui l'apprend en premier? Alors, c'est au poste. Voilà, le poste est prévenu, ils reçoivent. Le poste est prévenu. Le commandant de bord reçoit un message et puis à ce moment-là. Quel est le process? Alors à ce moment-là, donc le chef de cabine est appelé. On a l'annonce. Qui demande au chef de cabine de rentrer au poste. Et puis là, donc le commandant de bord donne un briefing spécifique au PNC. Voilà. Comment réagir dans cette situation? Donc la nature, l'intention. Donc à ce moment-là, c'était, on a l'information des Air Traffic Control nous informant que le vol risque d'exploser. Voilà ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on m'a dit directement. Intention, on va retourner à Lyon dans 25 minutes. Préparer la cabine pour un atterrissage de précaution, comme on appelle. Ok, alors on répète ça au pilote pour s'assurer qu'on a bien compris. Et puis après, voilà, on a 25 minutes pour préparer ça avec les PNC. Et puis voilà, faire en sorte qu'on respecte bien les procédures qui sont établis par la compagnie. Les pilotes font une annonce aussi pour les passagers. Alors voilà, j'allais te demander, ça c'est un peu entre vous ça. Donc vous n'allez pas dire aux passagers le vol risque d'exploser. Non. Est-ce que vous dites quand même la vérité aux passagers? Alors, qui est chargé de faire ça? Vous tirez au sort? Il y a des personnes donc là, en l'occurrence, c'était le pilote qui a fait une annonce en anglais. On a traduit cette annonce pour les passagers en cabine. Et puis donc on a dit qu'il y avait un problème de sûreté. On n'est pas resté, on n'est pas allé dans les détails. Problème de sûreté. Voilà, on a dit problème de sûreté. Nous devons retourner à Lyon dans 25 minutes. Nous vous donnerons plus d'informations dès que nous en avons. En attendant, respectez bien les instructions de l'équipage en cabine. Voilà. Alors après, on a des questions. On vous donnera plus d'informations plus tard. On reste souriant. Et puis voilà, on s'assure que les passagers ne paniquent pas, on rassure les passagers, on respecte bien nos procédures. Et puis alors là, je me rappelle, j'étais avec deux nouveaux membres d'équipage, donc il faut aussi les assurer, s'assurer qu'ils connaissent bien leurs procédures, s'assurer qu'ils soient capables de gérer la situation avec de l'assurance, avec calme. Et puis après, on est arrivé au sol. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de messages de tout le monde parce que en fait toute la presse était informée de cet incident. Voilà, alerte de sûreté, alerte à la bombe sur un vol qui partait de Lyon. Voilà, il y avait la police qui nous attendait, les pompiers qui faisaient le tour de l'avion au sol. Voilà, en fait, tout le monde était au courant de ce qui se passait. Et toi, tu le vis comment? Parce qu'il y a le commandant qui vous informe, vous êtes entre vous, il faut informer les passagers, avoir un peu de psychologie aussi pour les passagers. Mais toi, en tant que professionnel, vous êtes formé à ça? Et oui, on est formé. Et puis, en fait, on est tellement formé sur nos procédures qu'il peut arriver quoi que ce soit, on reste focalisé sur nos procédures. Donc, on ne pense pas à tout ce qui pourrait se passer. On se dit, et combien même... il pourrait se passer quoi que ce soit. On a des procédures, voilà, on est formé pour ce genre de situation, tout comme les situations médicales en fait. Même si on n'est pas médecin, on a des procédures à respecter. Et puis, voilà, on a même le temps de jeter un coup d'œil à sa procédure si on a un petit doute. Mais on a des procédures pour tout ce qui pourrait arriver. Vous avez certainement remarqué que les PNC ne parlent pas pendant le décollage et l'atterrissage parce qu'ils restent concentrés sur une possible évacuation d'urgence qui pourrait arriver si on avait l'information des pilotes, comme quoi il fallait évacuer l'avion. Donc on reste concentré, on appelle ça la silent review,
parce qu'il pourrait se passer quoi que ce soit. Et puis donc pendant les phases critiques du décollage et de l'atterrissage, donc on ne parle plus, on se concentre, et puis voilà. Et ensuite, Ça, c'est des choses qu'on voit pas quand on est passager. Mais oui. On a l'impression, c'est ça ce que beaucoup disent. Eh oui. Oh, on sert le café. voilà. Et c'est ça, voilà, il y a la sécurité, c'est quand même au cœur de tout, hein. C'est Exactement. de l'aviation. Et vous avez avant chaque vol, il y a un briefing. Exactement. En général avec les pilotes. Hein. Voilà. Donc alors aujourd'hui, on attend de passagers. D'abord, Ils vous briefent de quoi? Alors d'abord, on rencontre les membres d'équipage avec qui on va travailler toute la journée en cabine. Donc on présente le vol, qu'est-ce qu'on va faire comme vol aujourd'hui, on présente le nombre de bébés, de personnes à mobilité réduite, voilà, le nombre de bagages. Voilà, on présente le type de vol, typologie des passagers, les procédures commerciales aussi qui vont changer d'un vol à un autre, mais la priorité, ça reste la sécurité. Ça veut dire qu'on va parler d'un sujet de sécurité et de secourisme, voilà, et on va s'assurer de parler de ça tous les jours, voilà, sur un sujet qui peut être déterminé ou non par la compagnie à l'avance. Par exemple, pour chaque semaine, vous avez certaines compagnies où le chef de cabine doit poser une question de sécurité, une question de secourisme à chaque membre d'équipage, voilà, et puis chaque semaine, le sujet va varier. Alors ça va dépendre. Des questions comme ça pour tester Voilà, un peu pour tester les avant chaque connaissances. vol. Voilà, exactement, le matin, donc à 4h du matin, on n'est pas bien réveillé, mais on s'assure qu'on est capable de répondre à ces questions de sécurité. Voilà, c'est vraiment important, hein, toutes ces procédures de sécurité, c'est la base du briefing. Et puis ça va être aussi l'occasion de créer une synergie en fait, de connaître son chef de cabine, de rendre son équipe voilà, à l'aise, et puis Cohésion, quoi. une cohésion d'équipe tout de suite en fait. Mhm. Voilà. Ah, Et ensuite seulement on va rencontrer les pilotes qui vont nous parler du vol en question, la durée des vols, si on attend des turbulences, si voilà, le roulage, etc., ce qui pourra arriver. Et puis ensuite, donc ça peut durer 5-10 minutes, et puis ensuite on passe, on arrive dans l'avion, et puis on fait les vérifications, la visite pré-vol, donc des équipements, on fait aussi une fouille de l'appareil, on est là pour la sécurité mais aussi pour la sûreté, donc on s'assure qu'il n'y a pas d'objets qui ont été qui soient laissés dans l'avion, et donc on fouille tout l'appareil. Toutes les ceintures se clipent bien. Alors voilà, donc ça c'est fait le soir, les ceintures qui se clipent, mais on s'assure que voilà que sous chaque Les siège, toilettes seront pas bouchées. voilà, on s'assure dans les toilettes que l'extincteur des poubelles fonctionne, que tous les gilets de sauvetage sont présents sous les sièges, que les extincteurs fonctionnent, les bouteilles d'oxygène, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont lieu avant l'embarquement, qu'on ne voit pas forcément. Donc vous arrivez combien de temps avant l'embarquement? Alors ça peut varier d'une compagnie à une autre. Faut avoir Ça le temps peut de tout être, faire, hein. 1 heure, 1h30, voilà. Donc, et pendant cette heure, donc, vous allez faire le briefing, vous allez faire les visites pré-vol, fouilles de sûreté, et puis ensuite vous allez avoir l'embarquement. Donc en fonction de la compagnie, l'embarquement va durer plus ou moins de temps. Court courrier en général, c'est on commence l'embarquement 25-30 minutes avant le début du vol, ou 35 minutes, ça dépend. Et puis donc on essaie de fermer la porte un petit peu à l'avance, parce que chaque minute compte. Et puis voilà, donc si on peut fermer la porte un petit peu à l'avance, on s'assure de partir à l'heure et puis arriver à l'avance, et puis c'est du temps de gagner pour la journée. Tu parlais tout à l'heure dans le briefing aussi typologie des passagers. Est-ce qu'il y a parfois des passagers qui sont connus Ah oui. parce qu'ils boivent, par exemple, Ah oui. qui sont blacklistés, Ah oui. Alors comme dans ça, les casinos, par exemple? ça peut arriver. Est-ce que, tiens, aujourd'hui, on a Mister... Alors, si on a un passager qui arrive qui est alcoolisé, normalement, il ne devrait pas arriver dans l'avion. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est au Mais est-ce que sol. certains ont une Ça, réputation Alors, bon, si Suite à à bord, un on passif. reste vigilant, et puis aussi pendant l'embarquement, on reste vigilant. Si on voit qu'il y a des passagers qui ont déjà un petit peu consommé au sol, voilà, on s'assure de Mais bien ça, c'est le rôle communiquer. des agents d'escale, de ne pas faire monter Voilà, n'importe qui. les passagers qui sont violents, Voilà, donc qui insultent, qui sont alcoolisés. Mais voilà, après, des fois... Donc après, voilà, on doit rester vigilant pendant l'embarquement, tout ce qui pourrait arriver. Et puis, voilà, si on voit qu'ils ont un petit peu bu, on est vigilant, on leur sert pas n'importe quoi dans l'avion. C'est important de bien pouvoir communiquer avec ses collègues, voilà, pour dire stop au bon moment. Et puis parce que voilà, quelque chose de trop, ça pourrait arriver, un enterrement de vie de garçon qui tourne mal par exemple, et puis devoir appeler la police à l'arrivée,
voilà, moi ça m'est déjà arrivé de me faire insulter, et puis, ou alors de devoir laisser le signal des ceintures pendant tout le reste du vol, parce qu'il y avait des passagers qui étaient trop, voilà, qui avaient trop consommé. Hein. Et puis, parce qu'en fait, quand on boit à bord, en fait, boire un verre en vol, c'est comme si on en buvait deux, en fait, au sol, en fait. Est-ce que tu as aussi des anecdotes à nous raconter de passagers qui sont battus ou qui... Oui, alors par exemple, je pense à... C'était il y a quelques mois, sur un entraînement de vie de garçon, sur un Lyon-Lisbonne. C'était un groupe de 8 passagers et puis qui étaient visiblement qui avaient trop bu. Alors en fait, ils avaient caché leur alcool. Voilà, donc en général, ils achètent de l'alcool au duty free et puis ils consomment. Alors on leur demande de ne pas consommer leur propre alcool. On range la bouteille, on la met dans le coffre et puis on reste vigilant. On leur demande de ne pas consommer et puis alors on leur sert à discrétion voilà, de l'équipage. T'as déjà eu peur? Très franchement. Pas eu le temps, non? En 14 ans? Non. Concrètement, non. Non. Ils sont bien préparés. Ouais, on est prêt en fait à toute éventualité. Hein. Alors, je vous cache pas que le jour de l'alerte à la bombe, oui, j'étais un peu. Ça doit intriguer un peu quand même. Oui, j'étais un. Mais en fait, on reste très vite, on retourne vite sur nos procédures en fait. Et puis, on sait qu'il y a quoi que ce soit. Les passagers peuvent compter que sur nous, donc on va pas, même si on est pas serein, en fait, on reste calme, souriant. Et oui, c'est essentiel. Elliot rebondit sur quelle est la meilleure façon de demander le jump seat au PNC? J'en ai toujours rêvé, mais j'ai jamais osé. C'est plus en plus dur quand même. Hein. Bah oui, je pense aux compagnies anglo-saxonnes, c'est impossible d'être assis dans le cockpit depuis le 11 septembre. J'ai volé sur Emirates il n'y a pas très longtemps, mais j'en suis pas revenu. J'en ai parlé avec les PNC, mais même aller voir le poste au sol, ils m'ont expliqué, même nous en tant que PNC, on peut plus aller, il faut vraiment que ça soit prévu presque avant le vol. Oui, exactement. Voilà. Mais tout ça, c'est pour... Ça dépend des compagnies aériennes. Ça dépend des compagnies, mais en Europe, c'est compliqué. Alors en France, il y a quelques compagnies aériennes où ça continue à se faire, mais les compagnies étrangères, et encore plus anglo-saxonnes, non, c'est quasiment impossible. Hein. Ouais. Quasiment impossible. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer quand même. Oui. On sait jamais. Faut demander, En général, oui, sur un vol... Compagnie, alors, compagnie anglo-saxonne, ça va être très compliqué. Hein. Air France, en général, bon, peut-être sur un long vol, aller faire un petit tour au poste. Je saurais pas te dire. Bon, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. J'ai pu aller voir le poste avec les enfants sur French Bee il y a un mois. Alors, nous dit 0K. Ça va être un 350. En vol ou au sol? Si tu as le temps de nous dire. Hein. T'as pas jamais voulu faire du long courrier? Non. En fait, c'était la compagnie qui m'a embauché, donc c'est une compagnie anglaise basée en France qui offre des très bonnes conditions de travail à ses équipes. C'est une compagnie qui m'a fait évoluer en interne avec une mentalité que j'aime beaucoup, voilà, avec des personnes qui viennent de tous les pays. Moi, je suis passionné par les langues, par voilà, les différentes cultures, etc. Et j'ai retrouvé dans cette compagnie une mentalité que je pense que j'aurais pas forcément trouvée dans d'autres compagnies. Bon, après, donc je suis resté, puis cette compagnie, elle m'a fait confiance, elle m'a promu, et puis ensuite elle m'a passé instructeur, et non, j'ai jamais voulu aller ailleurs. Et puis je suis très content d'être dans cette compagnie depuis quasiment 15 ans. Alors, 0K, il a vu aussi le poste d'un 320, alors au sol, mais aux États-Unis quand même, hein, sur Delta. Hein. Lise a volé sur un vol où j'étais PNC. Pour aller à Porto, et on a rigolé. Ah. Alors il est comment? Bah tiens, Parfait. Lise, Il est comment très il est bien. Rémi? On avait rigolé. Elle on est était bonne allés au passagère fond. aussi. Ouais, j'étais bien. Officier de secours, ça va, t'avais de Ouais, on s'était mis on avait... Non, après j'étais allée derrière, on avait discuté, et on avait parlé de nos élèves, etc. Au fond du vol. Un petit tour au poste? Non. Peut-être au sol, non? T'étais pas allé au Non, poste de je crois pilotage? pas. Ouais. Un petit jump seat de temps en temps? Ouais. Non, je pense pas que... Non. J'avais volé aussi sur certains vols ou de nos coachs. On a des coachs, on a une équipe de coachs, donc il y a Rémi et il y a Et puis une quinzaine de d'autres, personnes ouais. qui sont de compagnies aériennes différentes. Et j'ai volé T'as avec eu certains coachs, Jessica. Certains coachs, voilà, qui étaient... Donc c'est bien, le vol passe vite parce que du coup on se met derrière, on discute. Voilà, parce Donc, qu'on a des coachs qui sont dans toutes les compagnies, Ouais. en fait. Nos coachs PNC, parce qu'en fait, après la formation d'anglais, donc il y a le coaching pour vérifier le recrutement.
Et puis donc des coachs PNC qui sont tous chefs de cabine, instructeurs ou recruteurs, qui accompagnent. On a beaucoup d'années d'expérience et on a des coachs qui viennent d'EasyJet, mais on a du Transavia, on a des personnes qui étaient à Etihad et Emirates, on a Air France, on a beaucoup de coachs qui ont des expériences, mais après ils préparent tous à toutes les compagnies, hein. C'est pas parce qu'ils sont dans une compagnie, on les prépare vraiment à toutes les compagnies, mais du coup voilà, ça nous arrive de voler. D'ailleurs quand je prends des fois des vols, je demande à Rémi, il y aura qui sur mon vol, et puis je regarde comme ça. Ah ouais, le petit réseau. Ouais, c'est sympa. Bah oui, c'est sympa. Et toi, alors, l'avion pour toi, t'aimes voyager quand même, hein. Tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission. Ouais, mais je pense que... Est-ce que tu te seras PNC un jour? T'as envie ou pas? En fait, j'aime tellement accompagner les pays. En fait, on n'a pas le temps là. Ah ouais. En fait, si je dis à Rémi, je vais être PNC, je pense que Rémi fait une syncope. Ça voudrait dire qu'on n'aura plus le temps. On a tellement de travail d'accompagner les PNC. On a tellement de choses en tête pour faire évoluer encore notre formation. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a des partenariats avec les compagnies aériennes. On a commencé à en avoir avec la petite compagnie Céleste. On a Bretonne. La petite compagnie, parce que la chef des PNC, on avait fait rentrer sa fille chez EasyJet Genève. Elle nous a connus comme ça et on a fait un petit partenariat. Emirates, là, dernièrement. Là, on a des liens avec French VR Caraïbes. Nous, notre but, là, comme on fait rentrer énormément de gens en compagnie, que ces compagnies nous fassent confiance pour qu'on présélectionne, comme on a fait pour Emirates. Emirates, on a présélectionné une vingtaine d'élèves qui avaient toutes les skills nécessaires pour entrer à Emirates. Au final, sur les 18 élèves, il y en a eu 5 qui sont allés en final interview. Il devait être 25, mais il y en a beaucoup entre-temps qui sont entrés chez Air France ou Etihad, de compagnie, donc ils ne sont pas venus. Au final, ils étaient 16, mais il y en a quand même 5 sur 16 qui ont été pris là chez... Et du coup, le rendement, à Mal, la recruteur, elle a calculé le rendement. Quelques jours auparavant, il y avait eu un Open Days à Paris, il y avait eu 150 personnes, que 3, dont un de nos élèves, ont été en final interview. Le rendement, nous, on était à 33%. Donc, nous, ce qu'on veut dire aux compagnies, c'est ça, c'est qu'en fait, ça leur fait gagner du temps et de l'argent de nous faire confiance, parce que nous, les élèves qu'on présélectionne pour eux, c'est des élèves qui matchent avec les skills qu'ils attendent. Donc c'est pour ça qu'on est, c'est les projets. Et aussi les compagnies, donc on parlait des exigences en anglais, qui sont de plus en plus élevées. Donc c'est vrai que les compagnies aériennes, aujourd'hui, elles se retrouvent quand même dans une difficulté de recrutement. Alors il y a énormément de personnes qui veulent ce métier, qui commencent par faire la formation CCA, mais qui ne parlent pas anglais. Et encore une fois, donc en fait, les compagnies se retrouvent un petit peu dans la panade parce qu'elles ne trouvent pas le personnel qui a le bon niveau en langue. Et puis, en général, les compagnies vont recruter en anglais. Et ils ont du mal à recruter à cause de ça. Et puis comme Rémi a pu l'expliquer, il y a tellement de procédures, c'est tellement carré, il faut être calme, En fait, si tu sélectionnes le mauvais candidat, après, c'est compliqué. Bon, même si après, en interne, il y a beaucoup de formations, etc., elles sont quand même super vigilantes, les compagnies, pour recruter les bonnes personnes. Niveau sécurité, elles jouent gros, en fait, dans un recrutement, tu vois. Bien sûr. Et le marché étant vraiment... Enfin, le recrutement étant vraiment énorme, là, conséquent. Est-ce que les critères évoluent souvent? Est-ce qu'au niveau européen, par exemple... Alors, le cahier des charges, je sais pas. En fait, dans l'aviation, les procédures évoluent tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui peut changer, par exemple? Vous êtes en compagnie. Par exemple, je pense à l'époque le crash qu'avait eu Germanwings. Donc vous vous rappelez, ce qui s'était passé, c'était que le commandant est allé aux toilettes. Voilà, exactement. Et le copier est resté seul à bord, seul au poste, et il a verrouillé la porte. Donc, quand il s'est passé ça, les compagnies avaient pris des mesures très rapides. Elles ont décidé d'obliger un membre d'équipage à rester au poste pendant qu'un des 2 pilotes était aux toilettes. Voilà, donc en fait, les procédures évoluent tout le temps en fonction de l'actualité. Donc comment ça se passe? Toi, tu étais en compagnie à cette époque-là? Alors oui, j'étais en compagnie. Donc on a des notes de service qui ont fait évoluer la procédure de garde au poste de pilotage, pendant les besoins physiologiques. Donc, Physiological breaks. Oui. Voilà, c'était le titre de la procédure. C'est une note de service qui tombe selon les compagnies ou... Alors oui, les compagnies font évoluer leur procédure en fonction de l'actualité. Et puis donc la formation du CCA évolue aussi en fonction
Et puis aussi, au secourisme, ça évolue tout le temps. Je me rappelle à l'époque, alors je crois que les massages cardiaques, ça devait être 15 compressions, 2 insufflations. Ensuite, c'est passé à 30, etc. Et en fait, ça évolue tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des formations tous les ans. C'est pour ça qu'il y a des formations tous les ans quand on est en compagnie, le maintien de compétences, le recurrent, comme on appelle ça, pour rester à jour. On reprend toutes les procédures et puis après on est testé, on a des examens tous les ans, des QCM. Massage cardiaque, ça t'est déjà arrivé? Non, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais... Ça n'est pas arrivé, donc j'ai eu des malaises. Des malaises, alors là ça arrive très souvent, des passagers dans le coma, des crises d'épilepsie, crises d'hyperventilation, on peut avoir énormément de choses. Mais ça arrive quasiment à l'échelle, il y a 22 000 vols par jour. Très très souvent, très souvent. Alors si vous faites 4 vols par jour, que vous avez dans votre avion 180 passagers, vous avez plus de 700 passagers que vous allez voir dans la journée, 750. Donc oui, il peut arriver n'importe quoi dans un avion. Il peut arriver un accouchement, n'importe quoi pour accoucher, pour arriver. Et tu l'as vécu ça? Non, ça j'ai pas vécu, Dieu merci. Mais bon. Attestations, tu peux pas avoir une grossesse, etc. Et tu dois le certificat. Alors justement, j'allais demander, selon le degré de gravité de l'événement, quel est le point de rupture entre gérer vous-même l'événement en cabine et aller en parler au poste? Alors en fait, le poste, de toute façon, il y a quoi que ce soit, le poste est au courant. En fait, ça fait partie de la procédure médicale. La première personne s'occupe du passager qui est pas bien. La deuxième, elle arrive avec le matériel nécessaire, peut-être l'oxygène, etc. Et la troisième informe. Donc elle informe le poste de pilotage. Elle fait une annonce pour demander un médecin. Donc en fait, on est toujours en équipage, donc ça veut dire qu'on va communiquer tout le temps avec le poste de pilotage ce qui va se passer au moment où ça se passe en fait. Et puis le poste doit être capable de prendre la décision si on va dérouter. Et puis le chef de cabine aussi doit être capable de prendre cette décision en fonction de ce qu'il voit, en fonction de ses compétences, de ses connaissances en secourisme et aussi de ce que lui dit le médecin. Mais c'est le chef de cabine qui va décider en fait en fonction de... Alors on arrive dans 1h30, dans 2 heures à destination à Lyon, les secours seront là à l'arrivée et puis on regarde, si on a un médecin, on regarde sa réaction et puis c'est là où on décide, ok, on va dérouter. Donc vous décidez-vous s'il y a déroutement, c'est pas le commandant de bord. Alors, on prend la décision avec le commandant, mais si on estime qu'il y a besoin, le commandant est toujours prêt à dérouter, il y a toujours des aéroports où il est capable d'atterrir. Et toi, alors dans ta progression de carrière, donc tu as commencé stew, chef de cabine, tu fais de l'instruction aussi. Ouais. Donc je forme dans les avions les nouveaux chefs de cabine, les anciens chefs de cabine. Je m'assure qu'ils connaissent leurs procédures, qui évoluent constamment. Donc ils ont un vol tous les ans. Donc je m'assure qu'ils soient capables de manager leur équipe. Et puis je fais aussi des audits de sûreté, sécurité à bord. Donc je vérifie que le briefing qui va être donné, qui va être fait aux membres d'équipage, va respecter les procédures de sécurité, qui vont bien parler d'un sujet de secourisme sur chaque vol, qui vont bien parler de chaque sujet. Voilà, l'aviation c'est très très cadré, vous avez des procédures à respecter. Et peu importe avec qui vous allez travailler, n'importe où sur le réseau, en France, en Allemagne, en Angleterre, il faut être capable d'appliquer ces procédures. Donc la langue de travail des procédures va être l'anglais, donc on s'assure de respecter ces procédures dans l'avion. Et donc moi, mon rôle d'instructeur, c'est de vérifier que le chef de cabine va respecter ses procédures à bord. Il va être capable de manager son équipe, il va être capable de booster aussi son équipe, qui soit capable de rester motivé dans toute la journée. Et puis aussi vérifier les procédures commerciales, que les annonces soient bien délivrées. Et puis aussi les nouveaux PNC qui soient capables d'être lâchés comme ça pour un futur vol sans instructeur. Quelle transition! Avant d'être lâché, on va faire un quiz. Voilà. Vous seriez un bon PNC. Donc on le disait tout à l'heure, un PNC, donc c'est quelqu'un qui va respecter des procédures très strictes, qui va rester calme, qui va être l'image de la compagnie, qui va aussi être capable de travailler en équipe,
mais être capable de donner le meilleur service à ses clients et de fidéliser ses clients. Donc, c'est tout ça. Et puis, être capable de gérer la fatigue. C'est tout ça qu'il faut être capable quand on est PNC. Donc, ce qu'on donne aux futurs PNC, donc bien sûr, on leur demande de tester leur niveau d'anglais parce qu'on estime chez Sky Success que c'est la base avant de vouloir ce métier, mais aussi être PNC, c'est avoir des compétences humaines qui vont être indispensables pour faire ce métier. Alors, première question du quiz. Question 1. En plein vol, une alarme se déclenche indiquant un problème technique mineur. Les passagers commencent à paniquer. Que fais-tu? Réponse A. Avec l'équipage, tu vérifies les protocoles de sécurité, tu informes calmement le commandant et les passagers via une annonce et les rassures en leur expliquant la situation avec précision. Réponse B. Tu rassures les passagers, expliquant que l'équipe s'occupe de l'incident et qu'ils sont en sécurité. Réponse C. Tu ignores l'alarme pour ne pas ajouter au stress des passagers. Alors... Tu ignores la lame, nous dit M. Chauve-souris. Je dépressurise la cabine pour que l'hypoxie calme les passagers, nous dit Franck May. Non, moi je dirais A aussi. Concertation équipage d'abord. Très bien. Voilà, exactement. On communique. On communique. Voilà, on communique, on travaille en équipe, tout en restant calme, en appliquant des procédures. Et voilà, on y est. Réponse A. Bravo, RNSS et la Team Evan. Bravo, bravo. Allez, on enchaîne. Question 2. Tu remarques que ton collègue prépare les plateaux repas sans suivre les nouvelles directives sanitaires. Pas bien. Que fais-tu? Tu lui signales rapidement de suivre les procédures, mais sans lui offrir d'aide ou d'explications supplémentaires. Réponse B. Tu rappelles discrètement et de manière bienveillante à ton collègue l'importance des nouvelles procédures et l'aides à corriger cette méthode pour garantir la sécurité de tous. Réponse C. Tu décides de ne rien dire pour éviter un conflit. Alors, A, B ou C? Moi je pense que c'est la B. Je vois que Chauve-souris sera un futur J'avais promis. PNC. Donc la B, hein. Super les questions. En plus ça se passe en vol, là c'est génial. Troisième question. Alors, qu'est-ce que tu dis? Durant un vol turbulent, plusieurs passagers sont très nerveux et te sollicitent. Comment gères-tu cette situation? On parlait d'une turbulence tout à l'heure. Alors, tu leur assures que tout va bien, mais tu restes principalement à ton poste. Tu leur dis de se calmer et de rester assis. Pendant ce temps-là, tu continues tranquillement le service. Ou alors, C, avec un sourire rassurant, tu passes parmi les passagers en vérifiant les ceintures. Tu offres des mots de confort et expliques que les turbulences sont normales et temporaires, en t'assurant toutefois d'être en sécurité. Ouais, C, hein. Bravo. Si effectivement les turbulences sont trop sévères et qu'on estime que l'équipage il va pas rester en sécurité à vérifier les ceintures, d'accord, il va rester à son poste, il va rester assis. Mais normalement, si il va devoir assurer une présence en cabine, tout en s'assurant que les passagers restent bien assis, sauf si les turbulences sont trop sévères. Une petite question, Lise. Encore? Un passager se plaint que son siège est inconfortable et qu'il n'arrive pas à se détendre. Que fais-tu? Tu lui apportes une boisson gratuite pour t'excuser. Tu lui dis que l'avion est complet et qu'il doit faire avec. Tu discutes avec le passager pour comprendre ses besoins, lui proposes un oreiller supplémentaire et vérifie régulièrement s'il est plus à l'aise. Je pense la C. Voilà. Bravo, Team Evan. Alors, gestion de plainte, toujours rester bien à l'écoute du client. On montre qu'on comprend sa situation, on apporte de l'empathie, on apporte ses excuses, on trouve une solution et puis ensuite on s'assure que le passager, tout va bien pour lui. Si besoin, donc on documente ce qui s'est passé et puis on travaille toujours en équipe. Voilà, donc on informe aussi ses collègues de ce qui s'est passé. Et si le client est chiant? S'il insiste, il y a des techniques. Alors, on essaie de désamorcer les conflits, mais voilà, on essaie toujours de travailler en équipe pour s'assurer que, oui, ça arrive, des passagers qui sont embêtants, et puis c'est notre métier, en fait. Notre métier, c'est de transformer une situation compliquée avec un passager qui arrive en se plaignant de l'embarquement, où il est arrivé stressé avec le voyage, compliqué, les excédents bagages, les enfants qui crient dans la voiture à l'arrière, la porte qui va fermer, voilà, tout ça, c'est des situations stressantes. Et puis, notre métier à bord,
c'est de s'assurer que Bonne voilà, il va passer un bon vol et puis il va pas se plaindre en repartant de l'appareil, mais il va remercier l'équipage. Super. Une On a dernière. bien, allez, encore une petite question. Hein, Allez, et puis... une dernière. Ouais. On te notifie au dernier moment que ton vol est prolongé pour une escale imprévue et que ton équipe de travail sera modifiée pour les prochains vols. Comment réagis-tu ? Tu reconnais que c'est une partie du travail, mais espères que cela ne se reproduira pas souvent. Tu te plains auprès de tes collègues de ces changements inattendus. C. Tu acceptes rapidement la nouvelle configuration, te prépares mentalement pour l'escale supplémentaire et prends l'initiative de connaître tes nouveaux coéquipiers pour assurer une collaboration efficace. Je dirais la dernière. Ouais. Et oui. Ça arrive, ça, des escales supplémentaires Bah oui, je vous disais Ah tout oui, à l'heure, tout à l'heure, je te disais que j'étais sur un vol on t'a qui allait à débarqué. Lisbonne et au final j'ai terminé. Non, j'allais à Berlin et puis j'ai fini à Lisbonne. Oui, ça peut arriver, ça peut. En fait, il n'y a pas de routine dans ce métier. Il n'y a pas de routine au niveau des équipages, des passagers, des destinations. Chaque jour est différent. Alors, vous allez avoir des procédures qui vont être les mêmes. On est indemnisé quand on fait des choses non prévues ou est-ce qu'on ah oui on a des commissions aussi sur ce qu'on vend à bord. Alors ça va dépendre des Ça dépend compagnies, des compagnies, mais en ouais. général, oui, les PNC sont commissionnés sur... En tout cas, je sais que dans les compagnies low cost, ils sont commissionnés sur leur vente à bord. Hein. Est-ce qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Si voilà, les personnes qui nous voient ont des questions, qui n'hésitent pas, vous avez passé l'Instagram Sky Success, qui n'hésitent pas à nous contacter. Voilà, on répond à leurs questions. Voilà. Le quiz, on pourra leur envoyer pour qu'ils puissent le faire. Oui, vous avez une super page Insta, on peut peut-être la montrer, oui, hein, votre Instagram, voilà. Sky Success PNC. Donc ce que je partage au quotidien, ce sont des conseils pour réussir les recrutements. On fait aussi alors des petites citations toutes les semaines, des petits mèmes sympas, des Pour devenir conseils PNC. pour devenir PNC, pour réussir les recrutements, et aussi quelque chose qu'on fait qui est très apprécié, c'est qu'on partage toutes les offres d'emploi au quotidien sur les compagnies françaises et européennes. Donc Sky Success PNC, et puis on est aussi sur LinkedIn. Voilà, donc vous suivez ma page Rémi Duchange. C'est bien de suivre les deux parce que voilà, au moins vous loupez rien. Voilà, Il y a donc- énormément. Et puis n'hésitez pas à venir en DM pour nous poser vos questions. Se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, Eh ben avec super. grand Et plaisir. puis je pense que l'émission sera bien repartagée aussi avec nos réseaux Ouais. communs, ça va être Bien sûr. chouette. Bravo pour ce que vous faites. C'est chouette. Merci infiniment de cette invitation. Vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui dans Jump Seat. Ah oui, question traditionnelle. Vous avez déjà fait un Jump Seat? Ah bah oui. Il y en a un qui sort du lot là. Un atterrissage. Je pense à mon premier vol où où je suis en arrivant sur Lisbonne. Je me rappelle, c'était très très sympa. De nuit? Non. Non, Journée. Voilà. Après, quand on est PNC, on n'a pas trop l'occasion d'être C'est sur vrai. le jump seat. Hein. C'est vrai. Bon, eh ben écoutez, merci Lise, merci Rémi Merci de infiniment, Sky Jérôme. Success PNC. Allez, à bientôt. Merci à tous d'être venus nombreux. À bientôt. Ciao. Au revoir.